Je suis Rin, un jeune homme. J'ai été expulsé par mon groupe de héros simplement parce que mon seul pouvoir était de contrôler les animaux. En tant que dompteur, nous contractons des pactes par le cœur avec les bêtes pour commander leur pouvoir. Bien que je ne sois pas doué pour le combat, en tant que membre de l'UL, équipe de héros, j'ai toujours fait de mon mieux dans mon rôle de soutien et j'aspire à bâtir la confiance avec mes coéquipiers. Mais, à ma grande surprise, toute quelle équipe m'a viré, car ils me considéraient inutile. Au début, j'ai cru qu'ils me faisaient juste une blague, mais les regards méprisants d'Arius, Agathe, Léane et Mina ont prouvé le contraire. J'ai été choqué par ces insultes me traitant de fardeau. Ce n'est pas parce que je ne peux pas infliger de dégâts aux ennemis et que je ne fais que causer des ennuis à mes coéquipiers que je n'ai jamais imaginé que, aux yeux de tout le monde, je était qu'un inutile. Mes mains tremblaient, mon visage s'assombrit, et je commençais à ôter ma cape avant de partir sous les rires méprisants de mes coéquipiers. Je m'affalais sur place, le cœur lourd, réfléchissant à tout ce qu'ils était passé. J'ai toujours été jugé par les autres dans les missions parce que J était juste une maîtresse des bêtes qui ne pouvait rien faire d'autre. Alors que je ne savais pas quoi faire ensuite, soudain un groupe d'enfants m'a entouré, me posant des questions sur le travail d'un héros. Je bégayais, ne sachant que répondre, mais ils étaient tellement impatients de me voir jouer que je me levai et fis un pacte avec un aigle pour leur montrer. Après cela, j'ai entendu dire que le groupe de héros n'avait pas très bonne réputation auprès des gens ordinaires ici, mais les enfants m'aimaient davantage car je jouais souvent avec eux et ils voulaient vraiment devenir aventuriers un jour pour gagner beaucoup d'argent. En entendant les mots « aventurier », une idée m'est venue à l'esprit. Les aventuriers sont ceux qui acceptent des quêtes en échange d'une récompense. Immédiatement, je me suis précipité vers la guilde des aventuriers. Là, j'ai rencontré une réceptionniste nommée Nathalie. Elle s'apprêtait à m'expliquer la quête de l'aventurier quand je lui ai demandé si elle pouvait me parler plus en détail de cette profession. Comme le groupe Darius méprisait toujours les aventuriers, nous n'avions jamais eu beaucoup de contact avec eux. Voyant mon sérieux, Nathalie fut assez surprise et expliqua qu'il y avait beaucoup de candidats pour ce test de base. Puis Nathalie commença à m'expliquer tout en détail. Voyant que J était prête, elle aborda la question de l'examen, mais lorsqu'elle apprit que J était une maîtresse des bêtes, Nathalie parut assez inquiète, craignant que je ne puisse pas y aller seule. Les paroles de sa sœur m'ont une fois de plus transpercé le cœur, tout comme l'avaient fait mes anciens coéquipiers. Mais j'ai quand même réussi à me ressaisir et à tenter le premier test, qui consistait à éliminer 10 gobelins et à collecter 20 bouquets d'herbes. Grâce à ma compétence de dompteur, j'ai rapidement trouvé les 10 gobelins et accompli la mission de rang F. Soudain, j'ai entendu un cri au loin. J'ai couru, et j'ai vu une fille encerclée par un tigre tueur. Mais ma petite lame ne faisait que la chatouiller. Pendant qu'il se concentrait sur moi, j'ai dit à la fille de s'enfuir. À ce moment-là, il n'y avait pas d'animaux à dompter ni d'armes aux alentours. Alors que G était dans une impasse, une fille apparut soudain derrière le tigre. Elle sauta à des dizaines de mètres de hauteur et frappa le dos du tigre tueur, le blessant gravement. Abattant l'ennemi d'un seul coup, elle se retourna timidement avant de s'asseoir sur le dos du tigre. Cette fille aux cheveux roses, dégageant une aura noble, s'appelle Kanad. En y regardant de plus près, j'ai réalisé qu'elle appartenait à la tribu des elfes félins. C était l'une des tribus les plus puissantes et la tribu des elfes félins était la plus rare. Soudain, la jeune fille montra des signes D, épuisement, et S, écroula au sol. Je me précipitai pour la soutenir, craignant qu'elle ne se soit blessée. À ma grande surprise, en me penchant près de son oreille, je l'entendis murmurer qu'elle avait juste faim. Ainsi, j'ai partagé ma nourriture avec elle. Je me suis assis, et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais, qu'elle était réelle. Parce que la race des elfes félins est censée être au bord de l'extinction, même parmi les races les plus puissantes. Kanada a dit qu'elle n'avait rien mangé depuis plusieurs jours. Après avoir bien mangé, elle a commencé à se présenter. Je me suis présenté aussi, mais Kanada m'a interrompu de manière inattendue, me rappelant de ne l'appeler que par son prénom. Ne l'appelez pas mademoiselle ou quoi que ce soit. Je suis assez curieux de savoir pourquoi elle est dans cette forêt. Kanada a dit qu'elle était partie à l'aventure parce qu'elle était lassée de la vie paisible au cœur de la montagne. Ainsi, elle partit à l'aventure et me rencontra comme le destin de sa vie. Sans préambule, elle me demanda de lui raconter ma vie. Je ne comprenais pas pourquoi, en parlant de ma propre histoire. Je me sentais toujours mal à l'aise, mais je pouvais tout dire à Kanad. Après avoir entendu parler de mon expulsion du groupe des héros, Kanad s'est mise en colère à ma place. Je suis très reconnaissant que Kanad me comprenne. Bien que Kanad soit très en colère contre ceux qui m'ont chassé, comme je m'en soucie peu, elle a également décidé de laisser tomber. Bien qu'un peu gêné, je lui ai soudainement caressé la tête pour la remercier, ce qui l'a beaucoup amusé. Je ne m'attendais pas non plus à le faire par réflexe involontairement, mais comme elle ne semblait pas s'en offusquer, j'ai laissé faire. Soudain, Kanad revint à la réalité et clarifia une chose. Je était pas du tout inutile. Au contraire, J était très puissant, et ma capacité d'apprivoisement était exceptionnelle. Il semble que je lui ai donné un ordre, car au moment où elle m'a vu, elle a ressenti une sensation d'engourdissement comme un choc électrique. Il est très probable que si je pouvais lui donner un ordre,
Je pourrais également commander à toute la tribu des Fesha, car peu de gens dans le monde peuvent le faire. Mais en y repensant, j'ai réalisé que le problème N n'était pas de pouvoir commander l'une des tribus les plus puissantes, mais que je voulais me rapprocher de Kanad. Ensuite, je me suis mordu le doigt pour obtenir une petite quantité de sang, afin de me préparer à conclure un pacte avec Kanad. Pendant le processus de conclusion du pacte, le pacte ne sera conclu que si Kanadé prononce volontairement son propre nom, sinon il ne sera pas accompli. À ma grande surprise, Kanad a accepté de donner son nom, comme pour conclure un pacte avec moi. Réjoui au plus haut point, le pacte s'est achevé lorsqu'un motif circulaire rouge est apparu sur sa main. Nous nous serrâmes la main en guise de salutation. Qui aurait cru qu'un dompteur de bêtes comme moi, qui venait de perdre ses coéquipiers et son objectif, pourrait diriger l'une des tribus les plus puissantes, et en plus, une aussi adorable. Mais avant de retourner dans la ville de Firen, nous devons d'abord accomplir notre mission d'aventurier. Soudain, Kanad fut jalouse de me voir conclure un pacte temporaire avec un lapin, mais elle restait fascinée par ses boules de coton douces. Voyant que je contractais à nouveau des pactes temporaires avec un groupe de lapins pour m'aider dans ma récolte, Kanad était encore plus jalouse, comme si je battais la brebis de 2 mètres. Je suis la seule à être naïve et à ne rien comprendre, ce qui irrite encore plus Kanad. En très peu de temps, j'ai accompli la tâche qui était confiée et j'ai réussi l'examen. Grâce à cela, Nathalie m'a accordé une carte d'aventurier de rang F. En même temps, elle m'a donné la récompense de cette fois 50 pièces. Elle m'a conseillé que si j'obtenais une promotion, la récompense serait plus importante, et comme j'avais terminé l'examen si rapidement, elle était certaine que j'obtiendrais bientôt une promotion. Après avoir reçu l'argent, je me suis rendu auprès de Kanad et j'ai annoncé que je commencerais à accepter des missions à partir de maintenant. Elle a joyeusement accepté et m'a soutenu de tout cœur. Soudain, un individu impertinent s'est approché de nous. Il a été très intrigué en voyant Kanad, qui appartient à la rare tribu des Elfechas. Elle lui a répondu d'un ton glacial, ce qui, de manière inattendue, l'a rendu encore plus excité et lui a donné envie de l'inviter à boire. Puis, il m'a dénigré devant Kanad, la faisant froncer les sourcils lorsqu'il a osé mentionner le beau garçon qu'elle venait de rencontrer. Sans hésiter, elle a sorti ses griffes, l'a grondé et a déclaré à tous les présents que J était son maître et qu'elle me suivait. L'homme parut surpris, puis éclata de rire. Comment quelqu'un pouvait-il commander une tribu aussi puissante que les elfes félins? Voyant la fille exagérer, m'appelant un excellent dresseur, il s'irrita et voulut me défier, prenant Kanad comme enjeu. Bien qu'il y ait eu de nombreuses rumeurs défavorables à mon sujet, et si je voulais éviter cette bataille, ce voyou aurait probablement quand même cherché des ennuis avec Kanad. J'ai donc pris un risque, tout ou rien. Étonnamment, quelques secondes seulement après le début du match, j'ai facilement terrassé le voyou et remporté la victoire avant même de comprendre ce qui s'était passé. Pendant ce temps, l'autre serrait son bras en douleur, hurlant bruyamment. En entendant le bruit, Nathalie s'est précipitée pour voir et a découvert que était le fauteur de troubles gênants du guilde récemment. Elle s'est excusée auprès de moi pour le comportement de cet homme et a dit que le guilde envisageait de révoquer son statut d'aventurier. Avant même qu'il ait fini sa phrase, il avait attrapé sa jupe, et Nathalie lui avait donné une leçon qu'il n'oublierait pas de sitôt. Après être occupée de lui, Nathalie a fait demi-tour et m'a demandé pourquoi. Au cours de l'examen d'aventurier, j'ai conclu un pacte avec l'une des tribus les plus puissantes. Son interrogatoire nous a terrifiés tous les deux, nous obligeant à nous excuser précipitamment. Se rendant compte qu'elle était allée un peu trop loin, Nathalie s'est excusée d'avoir fait une blague un peu trop osée, puis a dit au revoir aux deux pour aller régler le reste. En y repensant, je ne comprenais pas pourquoi j'avais la force de battre ce type. Alors Kanad me l'a expliqué. Parce que j'ai contracté une alliance avec l'un des clans les plus puissants comme elle, j'ai également reçu une part de pouvoir équivalente à celle du clan des elfes féeriques. Cela m'a assez surpris car il semble que dans mon pays, personne n'ait jamais contracté une alliance avec l'un des clans les plus puissants. De plus, Kanad était ravi que je l'ai défendu tout à l'heure, au point que le jeune homme est devenu tout rouge et incapable de parler. Ensuite, nous sommes partis pour la mission qui nous était confiée. Kanad pensait que les aventuriers devaient manier de grandes épées ou sauver des princesses capturées. Mais il s'avère qu'il ne s'agissait que de récolter des herbes. J'ai expliqué que, étant un aventurier de rang F, le plus bas, je ne pouvais accepter que des missions simples. En entendant cela, Kanad a également repris courage et a essayé de m'aider à récolter. Étonnamment, le troupeau de lapins avec lesquels j'avais conclu un pacte temporaire avait terminé sa tâche, laissant Kanad stupéfaite, les accusant de tricher et déçue que, bien qu'étant ma bête spirituelle, elle n'ait rien pu faire pour moi. C'est à ce moment-là qu'elle entendit des cris forts venant de loin, et nous avons tous les deux couru dans cette direction. Là, un groupe de grands gaillards à l'air féroce harcelait et encerclait un vieil homme, d'après ce que Kanad avait appris au cours de ses aventures. C'est le gang des Crocs-Noirs, fort de plus de 100 hommes. Ils sont extrêmement cruels et immoraux, faisant toujours de mauvaises choses. Elles sont également un adversaire très dangereux, alors elle m'a conseillé si je devrais appeler à l'aide, mais j'ai pensé qu'il n'y avait plus de temps, ce qui nous obligeait à agir immédiatement. Voyant mon courage, Kanad était très fier. Je lui confiai la protection du vieil homme pendant que je m'occuperais des autres. À peine eus-je fini de parler que nous nous précipitâmes tous les deux comme le vent, puis nous les abattîmes un par un. Soudain, Kanad pensa à moi, craignant qu'en concluant un pacte avec elle,
un esprit félin de la plus puissante des races, je ne me détruise pas en recevant cette force. En tant que bête spirituelle, ne devrait-elle pas être en première ligne pour combattre? Ne serait-ce pas mieux ainsi? Mais c'est toujours moi qui me tiens devant pour la protéger. Chaque fois qu'elle voit mon style de combat, elle ne peut détacher son regard, et sent même son cœur battre la chamade. Après avoir terminé de régler le compte des voleurs, j'ai été surpris de voir le visage de Kanad rouge comme une tomate, ce qui l'a amené à s'expliquer précipitamment et à changer de sujet. Le vieil homme vint aussi nous remercier tous les deux. Je me demandais pourquoi un commerçant comme lui n'avait pas de garde du corps, mais il répondit qu'il en avait engagé un, mais que celui-ci était enfui lorsqu'il avait rencontré des ennuis. Bien que nous l'ayons sauvé, le vieil homme m'a rappelé que le gang Aknya finirait par revenir pour se venger de leurs complices, me conseillant d'être prudent. Je pensais que je serais terrifié et que je fuirais, mais de façon inattendue, j'ai insisté pour aller jusqu'à leur repère afin de tous les appréhender. Parce que je sais que ces gangsters sont très violents et rancuniers, si je ne les arrêtais pas, les commerçants de la ville ne seraient que des victimes. J'ai aussi trouvé leur cachette grâce à un petit écureuil. Pendant ce temps, Kanad se sentait frustrée contre elle-même. Bien qu'elle soit ma bête spirituelle, elle n'avait rien pu faire. Après avoir dit cela, elle est redevenue optimiste et m'a interrogé sur mes projets. Mon plan était d'utiliser le compte des abeilles en passant un contrat temporaire, car il possédait un venin paralysant qui m'aiderait à neutraliser les gardes. Kanad fut surprise. Les abeilles sont des insectes. Comment pourrait-elle les commander? À ce sujet, je lui expliquai que, à la campagne, j'avais été formé à l'art de domestiquer les insectes, une branche de la domestication des bêtes, pour domestiquer les insectes. En entendant cela, Kanad fut remplie d'admiration pour mon talent. Chaque fois qu'elle me mentionne, c'est toujours incroyable. Ensuite, j'ai demandé à Kanad de m'aider à retourner en ville pour appeler des renforts, ce qui la choqua à nouveau car elle n'avait jamais reçu de mission qui puisse m'aider auparavant, mais elle accepta avec optimisme de retourner appeler des renforts de l'aile, équipe des chevaliers. Ils sont un groupe de personnes qui protègent les villes ou les bourgs partout, gérés par elle, État. Dès que Kanad est parti, les abeilles du comte se sont réunies au complet et j'ai commencé à utiliser le contrat temporaire pour les contrôler. Pendant ce temps, le groupe de Léane et Mina courait à perdre haleine pour échapper aux brigands, car ils voulaient gagner un peu d'argent de poche avant de conquérir la forêt perdue. Ils ont reçu une mission qu'ils ne pouvaient pas échouer. S'ils avaient su que cela allait être aussi chaotique, il aurait été préférable d'aller saluer Arius et Agathe. Dans sa colère, Léane a blâmé le dresseur à leur côté qui, était enfui avant. Il leur a également dit qu'Hélène était qu'un dresseur, donc pas apte au combat. En disant cela, Léane me mentionna, disant que même si Ja était inutile, je savais au moins me battre en première ligne et que je pouvais même maîtriser plusieurs animaux en même temps. Les maîtres de dressage furent très surpris d'entendre parler de la domestication de plusieurs animaux en même temps, car il est rare que des maîtres de dressage comme eux ne parviennent pas à en domestiquer 2, sans parler de 10. Parce que s'ils commandaient beaucoup d'animaux en même temps, leurs nerfs seraient surchargés. Cependant, Léane était à moitié convaincue et à moitié incrédule, car je pouvais commander des dizaines d'animaux avec un air impassible. Finalement, Léane décida de rejeter toute la responsabilité de cette mission ratée sur lui. Afin de protéger la réputation de l'aile, équipe héroïque, elle menaça le dresseur, le faisant fuir de peur. Bien que n'y croyant pas tout à fait, Mina sentit que les mots de ce type lui ressemblaient beaucoup. Cependant, Léane ne voulait pas croire que J était une personne aux capacités exceptionnelles. Pendant ce temps, les bandits avaient été paralysés par le compte ONG au point de ne plus pouvoir bouger, et Kanad avait eu le temps d'envoyer des renforts. Mais ce N était que des aventuriers comme moi, pas l'ordre des chevaliers. Ils furent très surpris que j'ai osé affronter tout le gang des Croque-Noirs. Tout se déroulait bien quand soudain un grand rugissement retentit de derrière la porte. Était le roi lézard démon, une créature de rang C que les bandits avaient apprivoisée avant cette époque. Le roi lézard commença à devenir fou, utilisant sa queue pour projeter tout le monde autour de lui. Je m'envole et je lui assène un coup de poing. Puis, Kanadé lui a donné un coup de poing à la mâchoire. J'ai dit à tout le monde évacuer pendant que Kanad et moi restions pour nous battre. Ces moments me rappellent quand J était avec le groupe Darius. Il devait penser que je Taren était bon à rien. Mais maintenant, je suis différent et j'ai Kanad comme coéquipière. Les gens extérieurs s'inquiétaient et priaient pour notre sécurité. Heureusement, plus tard, nous avons tous les deux tenu bon devant tout le monde. Dans cette situation, il semble que j'ai obtenu la reconnaissance de tous après avoir été expulsé de l'aile, équipe des héros pour ne pas avoir été utile. Et surtout, juste en étant à côté de Kanad, j'ai senti que je pouvais tout faire. Vraiment, les choses sont tellement différentes quand une fille apparaît. Après plusieurs jours à dormir dehors, nous avons enfin trouvé une chambre à louer. Kanad semble assez satisfaite de ce lit douillet. Mais c'est seulement moi qui suis sous le choc d'avoir été mise dans une chambre commune par le personnel. Dès le début, je voulais réserver une chambre privée pour nous deux. Ce N n'était pas une chambre à 2 lits avec cette fille féline. Alors je me suis porté volontaire pour tous aider et dormir dehors, ce qui a surpris Kanad. Elle m'a retenu car nous avions loué cette chambre pour toute la semaine. Je dois lui expliquer que les garçons et les filles ne peuvent pas dormir dans la même chambre. Au début, Kanad a nié, disant qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à partager la chambre avec moi. Mais ensuite elle devint gênée, rougit, et dit maladroitement que, tant que je ne lui ferais rien d'indécent, tout irait bien. Alors je lui ai donné une leçon sur les principes de la vie, lui rappelant de ne faire confiance à personne,
pas même à moi, car nous venions de nous rencontrer, et nous ne nous connaissions pas encore. Après que j'eus fini de parler, Kanad a nié qu'elle faisait confiance à tout le monde comme à moi, car les autres N n'étaient pas comme moi. Depuis qu'elle m'a rencontré, elle m'a considéré comme un coéquipier. En entendant ces paroles, Jaza était un peu embarrassée et j'ai souri, puis j'ai accepté de ne plus dormir dehors avec Kanad. Cette nuit-là, alors que je dormais profondément, un chat me regardait à mes côtés. Dans son cœur, elle pensait que je étais une bonne personne, car auparavant, elle n'avait rencontré que des hommes aux intentions malveillantes, cherchant à profiter d'elle pour de l'argent ou de la gloire. Comme Kanad est un chat esprit rare et spécial, ils ont toujours essayé de l'attraper. Mais celui qu'elle a rencontré cette fois-ci, moi, était différent. Je était émerveillé par elle et n'avait aucune autre intention. Je l'ai sauvée entièrement par gentillesse. Je la traitais normalement comme une fille, ce qui la rendait très heureuse. Elle était également au courant de la douleur dans mon cœur d'avoir été expulsée de l'équipe, et elle voulait vraiment me guérir. Bien qu'il semble que je l'ai surmontée de l'extérieur, tu es certaine que cela me pèse encore. Une semaine s'est écoulée depuis notre rencontre, nous avons mené à bien nos missions avec brio, et j'ai été promu au rang E d'aventurier. Aujourd'hui, nous avons entendu Nathalie nous parler d'un portier dangereux au pont de Stein. C'est un voyou qui cherche toujours la bagarre avec quiconque traverse ce pont. Heureusement, personne n'a été tué, mais le nombre d'utilisateurs du pont a diminué, alors elle m'a persuadé d'essayer de relever ce défi. Comme cette mission n'avait pas de limite de rang, et que la récompense était de 5 pièces d'or, j'ai accepté sans hésiter en entendant ce salaire choquant. Ensuite, nous sommes arrivés au pont Stein. C'est la seule voie d'accès depuis le continent central, où se trouve la ville d'Horizon, vers le continent sud. Kanad était assez fascinée par le magnifique paysage ici, et elle était un peu curieuse de savoir quel genre de personne était ce gardien. Même moi, Jay, était curieux. Je suppose que normalement, puisqu'il n'y a eu aucun décès, il devrait y avoir des témoignages des victimes, mais les personnes agressées sont restées silencieuses, nous n'avons donc aucune information sur le gardien. Comme l'identité réelle de l'ennemi n'est pas claire, je me dis toujours de ne pas être imprudent. À ce moment-là, Kanad a repéré quelque chose en train de voler dans le ciel. En y regardant de plus près, Gekeng était un membre rare de la tribu des dragons. De plus, Gekeng était une adorable petite fille dragon comme ça. Cette fille appartenait à la tribu des dragons, elle s'appelait Tanya. En entendant qu'on l'appelait un portier, elle était pas très contente, avec l'allure d'une noble. Tanya était convaincue qu'elle avait reçu une formation spéciale dès son plus jeune âge, car dans la tribu des dragons, à Trell, âge de 15 ans, ils partent à l'aventure pour devenir de vrais dragons puissants. Tanya voulait vraiment nous défier, car elle cherchait des adversaires coriaces, et se retrouver face à une aventurière de premier plan, et une membre d'une race de félins spirituels la rendait assez excitée. Kanad ne voyait plus d'autre issue. Il semblait que nous devions combattre un dragon de la tribu la plus puissante. Elle m'a également rassuré en me disant de faire de mon mieux, car elle appartenait aussi à l'une des tribus les plus puissantes. Nous avons donc tous deux accepté de combattre Tanya. Dès le début, Tanya s'est lancée avec le premier coup, m'envoyant valser. Ensuite, Tanya a soufflé un souffle de feu sur Kanad. De manière inattendue, Kanad n'a pas eu le temps de l'esquiver, et sa queue de chat, dont elle était si fière, a été brûlée. Se sentant assez en colère, Kanad lança avec enthousiasme un coup pour donner une leçon à Tanya. Les deux se précipitèrent et se battirent, à ma stupéfaction, face à leur force égale. Je me suis ensuite avancé pour aider Kanad. Mais Tanya nous a bloqués de manière inattendue, et nous a attrapés tous les deux, nous faisant tourner comme des dindons. Tanya a lancé le coup final, tirant une puissance de feu maximale sur nous deux. Malheureusement, à une fraction de seconde près, nous avons réussi à atterrir en toute sécurité et à éviter la flamme géante. Après un combat contre le clan des dragons, je sais qu'elle n'est pas issue d'un des clans les plus puissants sans raison. Ainsi, je commence maintenant à me battre dans mon style de maître des bêtes. Ensuite, je laisse Kanad rester pour la retenir et m'aider. Le bon chat obéit et commence à frapper Tanya continuellement comme un tigre. Pendant ce temps, je concentre mon esprit pour me souvenir de la présence d'une sorte d'animal dans la bataille de tout à l'heure. Ensuite, j'ai commencé à établir un pacte temporaire avec un aigle pour rassembler ses congénères. Je suis retourné auprès de Kanad avec une volée d'aigles que je venais de lier par contrat, afin qu'ils volent pour picorer Tanya. Bien que la force de leur morsure ne cause pas de dégâts importants, cela a soudainement immobilisé Tanya. Car il s'agit d'un oiseau de Peter, dont l'apparence colorée indique qu'il est venimeux. S'il subissait cette dose de poison, même un membre de la race des dragons serait paralysé et incapable de bouger pendant un certain temps. Comme prévu, Tanya a cédé facilement, à la surprise de nous deux. Kanad était si heureuse qu'elle m'a serré dans ses bras. Je me suis approché, et j'ai invité Tanya à se joindre à nous. Tanya ricana, pensant que nous voulions la vendre à quelqu'un d'autre. Mais pour moi, c'est que c'est était simplement parce que je voulais juste lui parler correctement. Tanya répondit obstinément qu'elle n'aimait pas ça. Non seulement je n'était pas en colère, mais je lui ai souri gentiment, ce qui a soudainement fait que Tanya s'est sentie bien disposée, et rougit, au moment même où elle était émue. Elle sentit un courant d'air froid émanant du chat mécontent à côté d'elle, ce qui la fit sursauter. Kanad prévint ce dragon de ne pas me déranger, sous peine d'une telle punition.
De retour au club, Nathalie fut très surprise que j'ai réussi à congédier le portier. Nathalie me remercia beaucoup et fut assez surprise par l'apparence de cet invité tout rouge de l'autre côté. En regardant ses cornes et cette queue, Nathalie a deviné que cela pourrait être un membre du clan des dragons. Puis, je l'ai soudainement interrompu et j'ai menti en disant que était un ami que je venais de rencontrer lors d'une mission. Tania se lissa les cheveux, s'apprêtant à se présenter noblement quand nous lui avons tous les deux mis la main sur la bouche et l'avons emmenée. En chemin, je discutais de quelque chose quand Tania a soudainement disparu. Elle a disparu parce que chaque fois qu'elle voyait quelqu'un de fort, elle voulait les défier en duel. Encore et encore, elle voulait révéler son identité, nous obligeant tous les deux à rester vigilants jusqu'à l'épuisement. Lorsque nous l'avons rappelée à l'ordre, Tania a paru embarrassée, puis je lui ai dit de quitter cette ville d'abord. Parce que l'identité du gardien ne devrait pas être divulguée, tant qu'elle promettait de ne plus le faire, je la laisserai partir. Soudain, Kanad se souvint pourquoi l'identité de Tania n'avait pas été diffusée par les personnes précédentes, et la réponse était simple. Ils étaient humiliés d'avoir été vaincus par une fille comme elle. Selon la loi de la tribu des dragons, Tania devra maintenant retourner à l'entraînement. Cependant, elle a décidé de nous accompagner pour s'entraîner, car cela sera plus facile. Après cela, elle m'a serré dans ses bras et m'a avoué qu'elle m'aimait, ce qui a mis Kanad, qui était à côté, sur ses gardes de contrariété. De plus, Tania a également demandé que je conclue un contrat avec elle. Même moi ne m'attendais pas à ce que je conclue un pacte, non seulement avec la tribu des esprits félins, mais aussi avec la tribu des dragons. Après avoir conclu le pacte, un motif rouge apparut sur la main de Tania. Elle comprenait maintenant ce que était être dirigé. Était comme si cela l'alliait à moi en permanence. Quant à moi, j'avais l'impression d'avoir utilisé toute ma chance pour le reste de ma vie. Pendant ce temps, le groupe d'Arius peinait à chercher dans la forêt pendant une semaine sans succès. Soudain, Arius eut l'idée de me faire revenir pour aider le groupe, et après avoir conquis la forêt égarée, il me laisserait tomber à nouveau. Kanad et Tania sont confrontés à des tensions, à savoir la dispute pour le lit, tandis que je me détends, allongé sur le sol, dormant profondément, sans me soucier du monde. Enfin, Tania a rejoint mon équipe, et cette fois, la mission que nous avons reçue était de éliminer des slimes. Les slimes sont des monstres que de nombreux aventuriers ignorent, ce qui entraîne leur prolifération et les dégâts fréquents qu'ils causent en ravageant les cultures. Il semble que Kanad déteste aussi les slimes, car chaque fois qu'elle les frappe, ses mains sont recouvertes d'une substance collante. En entendant cela, Tania dit avec suffisance qu'elle les détruirait en un clin d'œil avec sa boule de feu. Voyant cela, Kanad fut très admiratif de Tania, car quelqu'un était prêt à prendre le fardeau. Le bonheur des deux me soulagea beaucoup, car je craignais qu'ils ne s'entendent pas. Après un long moment de recherche, nous n'avions toujours pas trouvé de slime, alors j'ai utilisé la technique d'assimilation pour le rechercher en transférant une partie de mon âme dans cet oiseau pour fixer ma conscience. De cette façon, je pourrais contrôler librement l'oiseau. C'est la technique d'assimilation, l'une des compétences d'un dompteur. Kanad et Tania sont bouche bée de surprise, n'imaginant pas que je puisse faire une telle chose. Ensuite, j'ai volé à la recherche du nid des slimes, et j'ai demandé à 2 personnes de veiller sur mon corps. Peu de temps après, je les ai menés à leur lieu de reproduction. Kanad comptait régler les choses rapidement, mais Tania a pensé à me laisser m'entraîner à la magie. Lorsqu'on m'a interrogé, j'ai répondu que j'avais pratiqué la boule de feu avec un sort de guérison élémentaire. Entendant cela, Tania m'a exhorté à essayer ma magie de boule de feu pour y faire face. J'ai dit que ma puissance N n'était pas suffisante pour gérer toute cette horde verte, mais j'ai quand même décidé d'essayer de me concentrer une fois et de lancer une boule de feu. Sans que je m'y attende, ma force était exceptionnellement puissante, anéantissant complètement tous les slimes. Tania a expliqué que était parce que j'avais contracté une alliance avec le clan des dragons, c'est-à-dire elle-même. La magie des dragons est considérée comme la 2e plus puissante parmi les races les plus fortes, donc maintenant en moi j'ai le pouvoir d'un membre de la race des dragons. En entendant cela, j'ai failli évanouir, car j'ai maintenant 2 sources de pouvoir en moi, issues des 2 tribus les plus puissantes, au point que je ne peux pas suivre. Après, Tania et Kanad ont m'entraîné ensemble pour la magie. Mais qui aurait cru que cet enseignant de dragon serait si féroce, me laissant à bout de souffle? Mais grâce à cela, j'ai appris la majeure partie de la façon de contrôler la magie. Après avoir reçu le paiement de la guilde et être sorti, j'ai emmené les 2 beautés pour un repas copieux. Mais c'est moi qui devais rester bouche bée, car l'appétit de ces 2 personnes était si monstrueux qu'un magnat n'aurait pas les moyens de les nourrir. Après avoir terminé de manger, Tania m'a posé une question sur l'endroit où j'avais appris la domestication. Je ne pensais pas que ce soit une histoire très intéressante, mais je leur ai quand même parlé de mes pouvoirs de dresseur, que j'avais appris dans ma ville natale. Était un village qui rassemblait des dresseurs de bêtes, mes parents en étaient également. C'est pourquoi, dès ma naissance, j'ai appris naturellement l'art du dressage. Et même le pouvoir de dompter les insectes que j'ai montré à Kanad m'a été enseigné par les villageois. Bien que ce soit un petit village sans nom, était autrefois un endroit agréable, car ma patrie n'existe plus. Entendant cela, les 2 Tania se sont senties un peu coupables d'avoir évoqué mon passé douloureux, mais elles voulaient vraiment que je raconte tout pour mieux me comprendre. Au début, j'ai hésité un peu, mais je me suis dit que étaient mes coéquipiers après tout, alors j'ai accepté de raconter mon passé. Était quand j'avais 12 ans. Ce jour-là,
Mes deux parents étaient occupés et n'ont pas pu assister à mon entraînement de dressage. J'ai donc pratiqué seul dans le terrain d'entraînement à la périphérie du village. Je me suis entraîné jusqu'au coucher du soleil. Quand il a commencé à faire sombre, j'ai réalisé que même s'il faisait sombre, le ciel était toujours rouge vif. J'ai ressenti quelque chose de blond, étrange, alors j'ai couru de toutes mes forces vers le village. Quand je suis arrivé, il était trop tard. Le village était en proie aux flammes à cause d'une attaque de monstres, et je suis le seul survivant du village. Après cela, les aventuriers ont réalisé le désastre et sont venus me sauver. Depuis lors, je vis et travaille dans une auberge, appartenant à une connaissance de l'aventurier qui m'a sauvé, ne vivant que au jour le jour, mais devant faire de mon mieux. La vie a continué ainsi. Jusque Chave, il y a 6 mois, j'ai rencontré le groupe Darius. Par coïncidence, le groupe Darius cherchait un coéquipier, alors ils m'ont invité. J'ai accepté immédiatement, pensant que si je rejoignais le groupe de héros, je pourrais peut-être faire quelque chose, et aussi que je pourrais empêcher le drame qui, était produit dans mon pays. Mais non, car la réalité m'a giflé douloureusement. Le groupe Darius ne me considérait que comme un pion pratique. Cette histoire m'a de nouveau plongé dans un gouffre de misère. Mais soudain, Kanade a pris ma main et m'a réconforté. Elle me considérait comme un héros courageux, se jetant toujours dans le danger et faisant tant d'efforts. Ils me comprenaient et savaient que je voulais être la force de quelqu'un, car je ne voulais pas que quiconque subisse la même chose que moi. Alors ils m'ont assuré que je n'étais pas du tout pitoyable. Même Tanya était assez contrariée par mes actions stupides, mais à l'inverse, les 2 filles étaient fières d'avoir un maître comme moi. Le lendemain, nous avons reçu une nouvelle mission. Cette mission consiste à soumettre les orques, et elle est de rang E, pas très différente des gobelins, sauf que les orques sont plus intelligents, car ils savent utiliser des armes pour se battre. Bien que je leur rappelais constamment de ne pas sous-estimer ces orques, pour une noble comme Tanya, elle était convaincue qu'elle ne perdrait jamais contre eux. De façon inattendue, au moment même où elle finissait de parler, pendant le combat, Tanya fut surprise, car cet orque faillit la capturer 2 fois. Heureusement, Kanade et moi sommes apparus à temps pour la sauver, ce qui m'a légèrement blessé. Heureusement, je connaissais le remède, donc tout va bien. Tanya, en revanche, se montrait pleine de culpabilité et inquiète pour moi, se reprochant sa faute. Ensuite, nous avons récupéré les objets et sommes retournés au camp. Quand j'ai eu fini et que je suis sorti, j'ai seulement vu Kanade avoir l'air déprimée. Quand je lui ai demandé, elle a répondu que Tanya ne semblait pas bien et qu'elle était partie seule. Tanya a été triste sur le pont lorsqu'elle a rencontré un enfant qui lui a demandé ce qu'elle avait éliminé aujourd'hui. La jeune fille a demandé avec inquiétude si Tanya était blessée quelque part et lui a conseillé de le dire si c'était le cas. Tanya, recevant le réconfort de la fillette, se sentit un peu plus optimiste et se rappela qu'elle était aussi inquiétée pour elle. Cependant, elle ignora cela, fière d'appartenir à la tribu la plus forte. Cela la laissait désemparée quant à la manière de me faire face. Soudain, je suis apparu devant elle, les troublée, puis elle a baissé la tête pour s'excuser auprès de moi pour ce qui s'y était passé tout à l'heure. Ses larmes étaient sur le point de couler quand je lui caressai la tête et lui souris. Je la réconfortai en lui disant que Kanade était aussi très inquiète pour elle. De retour à l'auberge, Tanya remarqua que non seulement je n'étais pas en colère, mais que j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. De plus, je lui cédai mon lit. En ce moment, Tanya sentait qu'elle n'oublierait jamais mon visage. Ainsi, elle devait réajuster son esprit pour ne pas être trop complaisante. Le lendemain, nous sommes repartis en mission. Tanya sentit qu'il était temps pour nous de réajuster notre équipement. Puisqu'il venait des tribus les plus fortes, cela ne posait aucun problème. Mais inversement, je n'étais qu'un humain ordinaire, donc était différent. Nous étions en train de nous amuser quand soudain je suis resté figé, car juste devant nous, le groupe Arius est apparu. Ils se promenaient tranquillement quand ils ont rencontré le groupe Arius pour leur dire bonjour. Le simple fait de voir le visage de ce groupe m'a fait développer une aversion, alors j'ai emmené Kanade et Tanya dans une autre direction. Cependant, Arius a eu le culot de m'interpeller et de me demander pourquoi j'étais aussi froid qu'un lézard. De plus, il a prétendu être amical, rappelant notre passé de coéquipier, disant qu'il regrettait beaucoup. Voyant leur maître se faire maltraiter, Kanade et Tanya se sont avancés, d'un air très cool pour me défendre. Ils furent choqués de voir à mes côtés 2 membres des tribus les plus puissantes. Ils ne pouvaient pas croire non plus que je puisse commander les tribus les plus puissantes. Ensuite, ils m'ont à nouveau demandé de les aider à conquérir la forêt perdue. Comme je peux contrôler tous les animaux, explorer la forêt ou transporter des bagages serait un jeu d'enfant. Ces paroles indifférentes m'ont mis hors de moi. Ils m'avaient déjà expulsé de leur équipe auparavant, et maintenant ils osaient me faire porter leur fardeau. De plus, l'attitude erratique de chacun d'entre eux m'a donné envie de leur donner quelques coups de poing, alors je n'ai pas hésité à refuser immédiatement. Ensuite, j'ai emmené les 2 filles, mais soudain, Mina m'a rappelé. Elle a commencé à me raconter son histoire de sauveuse du monde pour me faire de la peine, disant qu'au plus profond de la forêt, il y avait un bouclier nécessaire pour vaincre le roi démon. S'ils ne parviennent pas à obtenir le bouclier, ils ne pourront pas vaincre le roi démon, et les monstres se répandront dans le monde entier. S'ils ont la force, ils pourront combattre, mais les autres gens ordinaires ne le pourront pas. Cette histoire me rappelle mes souvenirs tragiques. C'est l'image de mon village d'origine, englouti par les flammes. Cela m'a causé une lutte intérieure immense,
et ma bonté l'a emporté. J'ai accepté d'accompagner et d'aider le groupe Darius. Mais non seulement ils ne m'ont pas bien accueilli, mais ils se sont montrés méprisants, comme s'ils pouvaient tromper ces deux jolies filles. Bien qu'ils ne le veuillent pas, mais puisque leur maître l'a décidé, ils n'ont rien dit. D'un autre côté, ils ont tous deux menacé que ce groupe devait me présenter des excuses en bonne et due forme. Même les faire se mettre à genoux et s'incliner était acceptable. Arius, contraint de s'agenouiller et de s'incliner, était furieux et cria bruyamment. Tout le groupe était arrogant et se sentait dans son droit. Arius s'avança, m'attrapa par le col et me gronda en disant que je ne savais pas éduquer mes propres animaux de compagnie. J était visiblement énervé d'entendre Kanad et Tanya être appelés des animaux de compagnie. Entendre mes coéquipiers être insultés m'a fait lui asséner un coup qui l'a mis KO. Mon regard devint soudain menaçant, les prévenant de ne pas toucher à mes coéquipiers. Alors, Arius se leva et me lança un défi. Kanad et Tanya seront responsables des autres membres, tandis qu'Arius et moi nous battrons. Le premier combat opposera Agathe à la chatte. Elle était furieuse, voulant le frapper et lui faire s'excuser auprès de Sarin. Kanad se mit à charger avec la fureur d'une tempête, le laissant presque incapable de se défendre. Agathe commença à lancer sa technique de lame de feu, qui sembla dépasser les capacités de Kanad. Mais de manière inattendue, elle lui donna un coup de pied, le paralysant sur place. Voyant qu'il avait utilisé toutes ses forces, elle décida également d'utiliser environ la moitié de sa puissance pour continuer le combat. Il resta bouche bée devant l'aspect adorable mais terrifiant de Kanad. Ses membres tremblaient en entendant qu'elle utilisait seulement la moitié de sa force pour se battre contre lui. Sans plus attendre, Kanad prit son élan et s'envola vers lui, lui assénant un coup de pied qui le fit saigner et l'envoya directement dans un arbre. Ici, Tanya se chargera de ces deux faibles créatures. D'un simple claquement de doigts, elle a neutralisé leur magie. Leur expression de stupeur a fait rire Tanya à gorge déployée. Les deux combinèrent obstinément la magie avec elle, mais Tanya les fit disparaître d'un claquement de doigts, simplement parce que leur magie n'avait aucun effet sur elle. Incapables de combattre, ils ont commencé à critiquer le corps de Tanya en tant que lézard et à lancer une série d'attaques contre elle. Mais à chaque fois, Tanya repoussait toute leur magie. Répéter cela à plusieurs reprises a rendu les deux incapables de se battre et les a fait s'effondrer devant Tanya. Bien qu'elle n'aimait pas s'en prendre aux faibles, parce qu'ils avaient attaqué son maître, elle leur donnerait une leçon de magie authentique. Le ciel fut progressivement couvert par des nuages noirs, terrorisant les deux faibles créatures. Ils pensaient être éliminés par Tanya. À ma grande surprise, elle n'a fait qu'effrayer les deux hommes, les faisant vaciller jusqu'à elle, évanouissement. Tanya ne l'a pas fait par peur d'être réprimandée, alors elle les a épargnés. Au début du combat, Arius m'a insulté, mais je n'ai pas été offensé et j'ai attaqué de front. Et ainsi le combat commença. Je sentais vraiment que je combattais un héros et je reconnaissais grandement son maniement de l'épée. Mais très vite après, j'ai retrouvé la forme d'un dresseur et la force de cette attaque que j'ai acquise grâce au contrat avec Kanad et à l'entraînement pour percer à jour mon adversaire. Depuis lors, j'ai observé les combats d'Arius, y compris le nombre de pas lors des coups de dé, épée et les mouvements de feinte. J'ai saisi les mouvements d'Arius dans une certaine mesure, et dans chacune de mes attaques se trouvait la puissance concentrée des deux tribus les plus fortes. Si je me bats sérieusement, il sera celui qui perdra. Par conséquent, je lui conseille plutôt de se rendre. Arius ne s'est pas rendu et est resté obstiné. C'est ainsi que j'ai dû utiliser la méthode du comte Dracula pour paralyser Arius, le forçant à accepter la défaite. Et je lui en veux toujours de m'avoir outragé mon camarade. Arius a perdu, alors il a eu recours à une tactique lâche, essayant de raviver les anciennes affections. Mais je ne suis plus assez stupide pour me laisser manipuler par eux. J'ai levé mon poing et j'ai frappé Arius. Mais, heureusement pour lui, j'ai retenu ma force. Si j'avais concentré tout mon potentiel dans ce coup, il serait mort à coup sûr. À ce moment-là, Kanad et Tanya venaient d'arriver et se sont jetés dans mes bras. Nous sommes ensuite entrés tous les trois dans la forêt égarée pour l'explorer. Mais cet endroit est vraiment humide et sombre. Tanya a même pensé à mettre le feu à toute cette forêt une bonne fois pour toutes. Mais je l'en ai empêché car il y a beaucoup d'animaux qui vivent ici. J'ai beaucoup réfléchi. S'il y avait un vrai bouclier ici, seuls les héros pourraient l'utiliser. J'ai regardé la carte dessinée par le groupe Darius et j'ai senti qu'elle était plus utile, car cet endroit avait évolué à une vitesse vertigineuse. Me souvenant de la façon dont Tanya avait menacé le groupe Darius auparavant, je me sentis également plus à l'aise. Arius commença à nous informer qu'il semblait que le monstre le plus profond de la forêt égarée possédait un bouclier de vérité. C'est l'arme indispensable pour vaincre le roi démon. Bien qu'il fournisse des informations, cet effronté a toujours l'air orgueilleux et sans remords. Il a donc été réprimandé par Kanad. Et une seule de mes caresses sur leur tête a suffi à les épuiser. Kanad et Tanya avaient tous deux l'impression de ne pas mériter mon aide. Tanya avait même envisagé de vaincre le roi démon, elle, même si nécessaire, sentant que toutes deux s'inquiétaient pour moi. Je leur ai caressé la tête pour les rassurer. Nous avons dit que tout irait bien. Ensuite, j'ai appelé un oiseau, et j'ai décidé de le assimiler comme avant pour explorer cette forêt. Kanad et Tanya resteront vigilantes et protégeront mon corps. Volant dans le ciel, j'ai découvert un chemin caché. Bien que étroit, il semblait mener au cœur de la forêt,
et j'ai ensuite fait demi-tour pour leur montrer le chemin. Mais quelle que soit la distance parcourue, nous nous sommes arrêtés, là où nous avions marqué notre retour plus tôt, plongeant tous les trois dans la déception. Kanad pensait que nous nous étions simplement trompés de chemin, mais d'après moi, je suivais cet essaim d'oiseaux. Si j'avais été seul, il serait normal de se perdre, mais il était impossible que nous soyons tous perdus comme ça. Ensuite, Tanya eut la même pensée que moi, et pensa qu'une sorte de ruse était utilisée dans cette forêt. Par la suite, Tanya créa un cercle magique et nous emmena là où nous devions aller. Tanya avait deviné qu'une magie d'illusion était utilisée au centre de cet arbre. C'est pourquoi nous nous étions perdus. Après avoir écouté l'explication de Tanya pendant un moment, Kanad a été complètement abasourdi. Tanya a confié à Kanad la tâche de couper cet arbre, car il est maudit. S'en débarrasser nous permettra d'avancer. Mais je me demande s'il existe un moyen de briser la barrière sans avoir à abattre l'arbre. Mais Tanya sentait que cette barrière était très forte. Ce N n'était pas impossible, mais elle pensait que cela prendrait beaucoup de temps. Kanad se préparait à lancer son coup, lorsque sa voix soudainement dans les airs leur ordonna de partir, et de l'intérieur de l'arbre apparut une fille aux cheveux blancs nommée Sora. J'ai vite compris qu'elle appartenait à la tribu des elfes. Comme Kanad et Tanya, elle venait aussi d'une des tribus les plus puissantes, une experte en magie, avec une puissance magique supérieure à celle de la tribu des dragons. Mais il y a plus de 200 ans, la race elfique s'est cachée des humains. Dès le début, pour la race elfique, les humains dévastateurs de forêt étaient précisément leur ennemi naturel. Finalement, un conflit éclata entre les deux parties, et le peuple elfique se retira dans des régions reculées. Depuis lors, le peuple elfique éprouve une profonde aversion pour les humains. J'ai voulu ouvrir la bouche pour lui dire bonjour, mais elle m'a repoussé sans cérémonie. Elle a même tenté de nous éliminer avec sa force, nous effrayant tous et nous faisant fuir à toutes jambes. Nous nous demandions étrangement pourquoi elle nous attaquait. Normalement, le clan elfe est une race qui aime la paix. J'ai aussi ressenti que sa présence était très étrange depuis le début. Je pense que c'est parce que nous approchons de la barrière. Je trouve ça très étrange car même s'ils détestent vraiment les humains, y aurait-il une coopération avec les monstres? Avant que j'ai eu le temps de réfléchir, Tanya avait décidé de continuer. Elle serait responsable de réprimer la magie de cette petite fille. Pendant ce temps, Kanad couperait l'arbre. Tant que Tanya ne la battait pas, cela me conviendrait. Mais de façon inattendue, j'avais encore l'idée de négocier avec elle, ce qui a choqué les deux, à tel point qu'ils n'arrivaient plus à parler de ma naïveté. Mais ils ont quand même dû se plier à ma gentille idée. La petite fille de tout à l'heure, nous voyant revenir cette fois-ci, s'est montrée furieuse et nous a chassés. Ignorant mes paroles, la fillette a immédiatement lancé un sort pour nous éliminer. Kanad et Tanya ont senti le danger et se sont apprêtés à foncer. Mais je les ai arrêtés. Je pense que je peux supporter ces attaques, et je n'abandonnerai certainement pas parce que je suis un dresseur de bêtes. Tant que je les affronterai sérieusement, je communiquerai clairement mes sentiments mutuels. C'est pourquoi je ne blâme pas les attaques, ce qui l'a surpris énormément. Sora ne comprenait pas mes actions et me demanda si Ji était une vraie personne, parce qu'elle craignait que je ne sois comme les autres gens qui ont fait du tort à sa patrie. Bien que je ne puisse affirmer ne pas être une mauvaise personne, je voulais vraiment que Sora croie que je ne leur ferai pas de mal. Sora est restée calme, N étant pas tentée par mes paroles, puis elle m'a tiré une autre flèche dessus. Mais heureusement, cette fois-ci, Kanad et Tanya ont pu l'arrêter. Les deux devaient prendre la parole pour expliquer à ma place que je, N, n'étais pas une bonne personne. En les entendant se disputer devant elle, Sora trouvait les humains étranges. Et même le clan des dragons et le clan des chats-esprits étaient étranges, parce que Sora n'avait jamais rencontré de personnes comme eux auparavant. Finalement, Sora a accepté de s'asseoir et de nous parler. Quand je lui ai raconté que je cherchais le bouclier de vérité pour aider elle, équipe de héros mais que J était coincé dans cette barrière, Sora a expliqué que C était une barrière qu'elle avait déployée et qu'elle ne pouvait pas nous laisser la briser. Parce que cette barrière coupait le chemin du village des elfes, elle ne pouvait pas laisser son peuple en danger. Mais Tanya dit, « Ce que vous faites n'est-ce pas simplement couvrir le monstre ?» Sora répondit qu'il n'y avait pas de bouclier de vérité dans cette forêt. Dans la zone la plus profonde, il n'y a qu'un seul chemin menant au village de la tribu des elfes. Le bouclier de vérité est gardé par la tribu des elfes. Nous savons maintenant que elle, équipe de héros, a été trompée. Sora a également dit que si nous avions besoin de vaincre le roi démon, elle nous le prêterait. Ensuite, elle a disparu quelques instants avant de revenir, tenant un grand bouclier avec une expression impassible, ce qui m'a surpris. Bien qu'elle déteste les humains, elle ne peut pas pardonner davantage les monstres. Ici, nous trois recevons le bouclier facilement et voulons rendre quelque chose en retour. Mais Sora a refusé car le bouclier de vérité était déjà convenu depuis longtemps par la tribu des elfes et les héros précédents, donc Sora n'a fait que suivre cela. Après avoir reçu le bouclier, nous trois avons remercié Sora et sommes retournés en ville. En regardant leur dos éloigné, Sora semblait vouloir dire quelque chose. Il semble que j'ai compris cela, alors je suis retourné lui demander. Sora hésita, un peu gêné, car si elle en disait plus, mon équipe l'aiderait, et cela l'impliquerait dans ses affaires. Ainsi, la petite fille a refusé, mais a été interrompue par mes paroles. J'ai dit que peu importe le danger, nous n'avions pas peur. Tanya et Kanad ont également pris la parole,
affirmant qu'elle l'aiderait de tout leur cœur. Après avoir réalisé qu'ils étaient des personnes en qui elle pouvait avoir confiance, Sora décida de parler. Elle avait une sœur jumelle nommée Luna. Cette dernière avait un tempérament très différent, mais elles s'entendaient très bien. Les deux sœurs sont les gardiennes du sortilège qui mène au repère du clan des elfes. Bien que leur travail soit un peu ennuyeux, Sora est très heureuse chaque fois que les deux sœurs sont ensemble. Mais un jour, alors que le groupe de Sora avait une tâche à accomplir, ils sortirent un peu de la barrière. Là, le groupe de Sora rencontra un monstre qui se présentait comme le roi démon. Bien qu'ils aient tenté de s'enfuir, ils furent rattrapés et durent se battre contre lui. Mais non seulement ils ne parvinrent pas à le vaincre, mais Luna fut également capturée par lui. Le nom de ce monstre est le Chevalier Noir. Le Chevalier Noir est un monstre de rancée. Normalement, ce ne serait pas un adversaire qui ferait perdre le clan le plus fort, mais les caractéristiques de ce type sont assez gênantes. Il pouvait désactiver les attaques magiques, donc seules les attaques physiques étaient efficaces contre le Chevalier Noir. Et la race des elfes est une espèce spécialisée dans la magie, il y a donc une terrible relation de contre. Selon Sora, l'objectif du Chevalier Noir est de détruire ses ennemis, les tribus les plus puissantes. Il a ordonné à Sora de lever la barrière s'il voulait sauver Luna, mais elle ne pouvait pas accepter cette demande, car elle impliquait le danger de tout son clan. Incapable d'agir seule, elle chercha l'aide du chef du village. Mais il lui dit d'abandonner Luna, car c'était une imprudence de la part des deux d'avoir quitté la barrière de sécurité. Même Tanya trouvait le chef du village excessif. Maintenant, Sora ne sait pas si elle doit choisir la vie de sa sœur ou celle de tout le village. Cela la rend très déçue et le cœur brisé. Voyant la fillette si triste, j'ai proposé de l'aider à sauver sa sœur, ce qui l'a rendue reconnaissante alors qu'elle s'appuyait sur ma poitrine et sanglotait. Le Chevalier Noir a ordonné à Sora de lever le sceau de la forêt avant le coucher du soleil aujourd'hui. Sinon, sa sœur ne serait pas en sécurité, c'est pourquoi mon groupe s'est rapidement mis en route pour le retrouver. Sora a exprimé son désir de venir, mais je l'ai rassurée en lui disant de rester, car si elle venait, il penserait qu'elle l'avait trahi et pourrait faire du mal à Luna. Cette nuit-là, nous avons vu de nos propres yeux le Chevalier Noir, et avec lui Luna, ligotée en hauteur. Nous trois avons saisi l'occasion et avons commencé à nous précipiter pour le prendre à partie. Nous avons utilisé la magie pour attirer son attention, puis Kanad s'est précipité pour lui donner un coup physique à la tête. Ensuite, je lui ai donné un coup de poing direct dans le ventre, mais avec de telles attaques, ce type N était toujours pas vaincu. Le Chevalier Noir m'a pris pour un héros et savait que Sora nous avait demandé de l'aide, ce qui l'a mis en colère, car il s'est senti trahi. Le Chevalier Noir a immédiatement tenté de tuer Luna, mais heureusement, les ailes de dragon de Tanya l'ont arrêté. Tanya défit les liens et secourut la petite fille, nous laissant nous occuper du reste. Le chevalier furieux commença à lancer ses attaques. En une fraction de seconde, je devinais que la raison pour laquelle il avait pu s'infiltrer seul dans le village du peuple elfe était grâce à la puissance monstrueuse du roi démon. Je ne me sens pas bien. Si cela continue ainsi, cette forêt sera complètement détruite. C'est pourquoi je demande à Kanad de l'arrêter dans ses mouvements et de mettre toute sa force dans un coup de poing. Mais Kanad II craignait que son coup de poing ne soit pas suffisant face à sa force brute. Mais elle a tout de même obéi à mon ordre. Pendant ce temps, de mon côté, je me concentrerai sur la création d'un pacte temporaire pour invoquer à nouveau le comte Bourdon. Bien que je sache que ces abeilles comtes ne peuvent pas le paralyser, elles peuvent le distraire un peu et permettre à Kanad de s'occuper de lui facilement d'un coup de poing. J'ai créé un sort de renforcement pour Kanad, la faisant déborder d'une puissance encore plus grande. Comme je l'avais prédit, ce coup a fait disparaître le Cavalier Noir en un instant. Kanad était assez satisfaite de la force que je lui avais conférée. J'ai expliqué qu'il s'agissait d'une compétence magique unique du maître des bêtes, une sorte de magie qui amplifie temporairement sa force innée. Comme j'avais manqué de puissance magique auparavant, Ilment était impossible. Mais maintenant j'avais plus de magie de Tanya, j'ai donc réussi. À ce moment-là, Tanya est également apparue, Luna en sécurité dans ses bras. Tanya fut encore plus surprise, car la technique de renforcement était une technique perdue. Pourtant, j'ai pu l'apprendre. Je ne pouvais que me gratter la tête et dire à chaque fois que cela venait naturellement. Tout le monde était ravi de son succès. Le bruit a réveillé Luna. Ils ont réuni les deux sœurs, Sora et Luna. Sora en était très reconnaissante. Sans mon équipe, je ne sais pas quelles autres punitions horribles Luna aurait pu subir. Mais ces images ne sont que le fruit de mon imagination. Ainsi, les deux sœurs sont revenues à la normale, comme tout le monde, ayant des désaccords et des disputes. J'ai senti que même si les deux sœurs se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, leur personnalité était aux antipodes l'une de l'autre. Mais il semble que les deux sœurs ne veuillent plus rester ici pour monter la garde. Car Sora ne veut pas vivre avec des gens qui veulent abandonner sa sœur. Elles veulent aussi voir le monde extérieur, pas seulement rester cachées dans la forêt. Entendant cela, Kanad est venu les inviter à rejoindre mon groupe pour s'amuser. Tanya n'a pas objecté à cette idée. Quant à moi, je m'inquiétais pour les deux sœurs, craignant qu'elles ne soient pas à l'aise de rejoindre une équipe humaine. Mais Sora dit timidement, « N'avez-vous pas dit que les humains avaient aussi des bonnes et des mauvaises personnes ?» Bien qu'elle ne sache pas comment étaient les autres, elle aussi voulait partir à l'aventure. En entendant les deux sœurs dire cela, je les ai également accueillies avec joie.
Et ensuite, les deux sœurs ont également demandé à conclure un pacte, comme Kanade et Tanya. Quand il s'agit de commander les elfes, je trouve cela un peu difficile, car chaque race a une structure différente. Je peux utiliser la méthode de domestication de base, mais avec la tribu des elfes, cela dépassait mes capacités. J'ai ressenti cela comme un défi pour moi. J'ai commencé à exécuter la magie de pacte afin de pouvoir lier Sora et Luna en même temps, et finalement, la création d'un pacte pour les deux sœurs a été couronnée de succès. Mais cela semble consommer trop de dés. Énergie pour l'une des tribus les plus puissantes, me laissant un peu fatigué et tombant. Heureusement, les deux sœurs Sora m'ont rattrapé. En voyant cette scène, les deux sœurs Kanade et Tanya furent jalouses. Une fois la mission terminée, je suis allé voir le groupe de héros par moi-même. J'ai levé le bouclier de la vérité, étonnant tout le monde. Arius s'était toujours vexé que j'ai pu le conquérir en seulement 2 jours. Alors qu'il leur avait fallu toute une semaine sans succès, et qu'ils pensaient que était faux, je ne pouvais rien dire, alors je les ai laissés vérifier par eux-mêmes. Mina a commencé à effectuer une vérification magique sur le bouclier et a prouvé qu'il était authentique à 100%, bien qu'Arius n'ait pas pu le croire, puis il a jeté un coup d'eau, œil involontaire aux 2 nouveaux visages et s'est montré curieux. Je me suis tenu devant lui, et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter d'eux. Heureusement, j'avais demandé à 2 d'entre eux de cacher leurs ailes, car si les gens avaient su que la tribu des elfes était descendue dans le village des humains, il y aurait probablement eu un grand choc. Peu de temps après, j'ai exigé leur paiement. Après avoir confirmé l'achèvement de la mission, j'ai juré à moi-même de ne plus jamais avoir affaire à ce groupe. Soudain, Agathe m'a rappelé et m'a demandé si je voulais retourner dans l'aile équipe. Cette remarque a mis Arius en colère et il l'a réprimandé. Agathe voulait que tout le monde réfléchisse. À travers les événements récents, tout le monde comprendra certainement que mon soutien est nécessaire. Ils réfléchirent un moment et personne ne s'y opposa. Puis Agathe vint me chercher et fut d'accord avec moi sur le fait qu'il promettait d'améliorer mon traitement et ma façon d'être traité, et m'accueillit même comme un coéquipier pour partir à l'aventure ensemble. Mais cet homme me dit de ne pas m'attarder sur le passé, ce qui me fit m'arrêter un instant. J'ai senti que ces gens n'avaient pas du tout changé par rapport à avant. Je me sens tellement stupide. À ce moment-là, le groupe de Kanade est sorti et m'a rassuré. Elle m'a tendu la main, disant qu'il m'attendait. Voyant que je semblais refuser, Agathe a tenté de me persuader qu'en battant le roi démon, j'obtiendrais non seulement un statut et une réputation, mais aussi une somme d'argent colossale. Mais pour moi, je n'ai pas besoin de ces choses, car ce que je veux, ce sont des coéquipiers. Mais ils n'ont toujours pas changé, et maintenant, c'est bien que ce que je voulais au départ soit juste là. Le groupe d'Arius, ne pouvant m'inviter, s'est tourné vers la haine et les malédictions. Seul Arius est resté assis, réfléchissant à sa confrontation avec moi. Cette douleur-haine n'était pas seulement une douleur, mais aussi une humiliation indélébile. Il ne pouvait croire qu'un héros comme lui ait été vaincu par ce type. Arius, plein de ressentiment, a décidé de me détruire de ses propres mains. De leur côté, ils sont assez curieux de savoir pourquoi seuls les héros peuvent vaincre le roi démon. Et j'ai expliqué que, selon la légende, le roi démon régnait sur les humains par sa puissance immense, les rendant incapables de résister. Le héros de la première génération a conclu un pacte avec les dieux pour détruire le roi démon et a reçu leur sang dans son corps. Et il a vaincu le roi démon, libéré l'humanité et apporté un monde de paix. Ils ont estimé que le héros de la première génération était formidable par rapport aux héros d'aujourd'hui, comme le ciel et la terre. C'est donc la raison pour laquelle seuls les héros, ceux qui portent le sang des dieux en eux, peuvent se développer sans limite et accumuler de la puissance, puis utiliser cette puissance pour vaincre le roi démon. Mais Kanade ne trouve pas du tout qu'Arius, un être aussi faible, lui ressemble. Et comme Sora le pense, si l'on suit cette logique, elle se voit elle-même comme un héros, car elle peut conclure des pactes avec les 3 tribus les plus fortes et assimiler les nouvelles capacités des 3 tribus. Ils estiment qu'elle a dépassé les limites du développement humain. C'est comme briser les limites pour devenir un héros, n'est-ce pas? Kanade a aussi le sentiment que si je contractais avec les tribus les plus puissantes et que j'augmentais ma force rapidement, j'aurais peut-être assez de pouvoir pour vaincre le roi démon. Entendre autant de compliments me mettait assez mal à l'aise. Il est vrai que lorsque j'étais dans L, équipe des héros, j'avais fixé cet objectif comme mon but. Mais depuis que j'ai été expulsé, cet objectif a disparu pour moi. Maintenant, j'ai rencontré le groupe d'Arius et je vis heureux. Mais pour être honnête, si je le pouvais, j'aimerais aussi essayer de me battre, mais dans la situation de vaincre le roi démon, ce serait différent des quêtes ordinaires, car cela impliquerait de nombreuses vies humaines, ce qui fait que je ne suis pas encore tout à fait prêt. Je n'ai pas encore assez de force pour prendre une telle décision, car c'est grâce au soutien de tout le monde que j'en suis là aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, il est trop tard, alors je vais y réfléchir une fois et leur répondre plus tard. Je sens aussi que c'est probablement le moment où j'ai choisi mon propre chemin, et il approche aussi. Tôt le matin, j'ai été réveillé par un morceau de tissu lancé sur mon visage. Aujourd'hui, tout mon groupe s'est réuni pour prendre le petit déjeuner. Ils discutaient de la puissance qui devenait de plus en plus forte après mon pacte avec les sœurs Sora. Je leur ai également offert un festin somptueux grâce au paiement de la mission d'Arius. J'ai aussi décidé d'acheter de nouveaux équipements en ville. En chemin, les 2 sœurs Sora m'ont serré la main, craignant que leur identité de race elfique ne soit découverte. Tout en restant vigilantes et prudentes, les enfants ont été effrayés par les hommes de Tanya qui sont venus la chercher.
Il s'agissait des 2 hommes que Tanya avait frappés au pont de Stein, leur cassant le nez. Entendre les flatteries la rendait très fière. Big Sister Tanya. Pendant ce temps, Kanad discutait avec une marchande de fruits sur le bord de la route et reçut une pomme en récompense d'avoir aidé cette dernière à porter ses affaires auparavant. Voyant Kanad et Tanya s'intégrer aux humains, les 2 sœurs furent assez surprises. Soudain, un groupe d'enfants apparut devant elles, les faisant sursauter. Un gamin m'a taquiné en disant « Tu ramènes encore une femme à la maison ?» Ce qui a mis les 2 sœurs mal à l'aise. Le compliment des enfants qui la trouvaient mignonne a rendu Sora encore plus gênée, mais à l'inverse, Luna a éclaté de rire et a même failli les effrayer un peu, révélant presque leur identité. Heureusement, Sora et moi avons réussi à l'arrêter à temps. Sora avait averti Luna que si elle utilisait la magie, les ailes de la tribu des elfes apparaîtraient. Si les humains le découvraient, cela causerait beaucoup d'ennuis. Finalement, nous sommes arrivés au magasin d'armes numéro 1 de la ville. Le propriétaire de cette armurerie est un nain grincheux. Kanad a assez peur de ce propriétaire strict. Mais au contraire, Tanya ne pense que ces nains sont des excentriques. En entendant cela, le propriétaire la jeta un regard, ce qui effraya Kanad. Pendant ce temps, Luna trouva un fouet, ce qui la rendit curieuse. Elle se dit que lorsqu'il s'agissait de maîtres d'invocation, il devrait utiliser cet objet, n'est-ce pas? Quoi de mieux pour frapper ceux qui n'obéissent pas? En effet, les sombres dessins de Luna terrifient Sora à mort. Quant à moi, j'ai vite choisi un couteau bien aiguisé qui me tenait dans la main. J'ai une drôle de sensation en le tenant, bien qu'il n'ait pas l'air mal du tout. À ce moment-là, un grand et costaud entra, jeta une poignée d'argent au visage du propriétaire et demanda l'aile, épée la plus luxueuse qui lui convienne. Le propriétaire se hâta de prendre la plus petite épée longue à lui vendre. C'est à ce moment-là que je suis allé interroger le propriétaire du magasin. Je soupçonnais qu'il cachait quelque chose, car à en juger par l'extérieur des épées, je ne pensais pas qu'il s'agissait des meilleures. Soudain, tout le monde se tut, puis le propriétaire sourit et me complimenta pour mon œil. Semblable au couteau de tout à l'heure, tout ce qui se trouvait ici était des choses qu'il avait fabriquées pendant son temps libre. En d'autres termes, il vendait à prix d'or. Voyant cela, Sora dut réévaluer ce nain. Le propriétaire du magasin était assez agacé par les paroles de ses enfants, alors il leur montra sa collection à laquelle il tenait beaucoup. Je me demande comment il a pu faire des choses si extraordinaires, tout en trompant les clients de cette façon. Le propriétaire du magasin n'a senti que C était un petit test pour eux, car récemment, seuls les clients qui ne réfléchissaient pas à leur capacité et à leur adéquation, mais se contentaient de jeter de l'argent, et de demander des armes haut de gamme. Les armes qu'il fabriquait avec tant de cœur furent ensuite jetées après l'apparition de nouveaux modèles. Ce spectacle le décevait profondément. Pour un forgeron comme lui, les produits étaient comme ses enfants. Soudain, après avoir entendu cela, Tanya est apparue de nulle part, s'est précipitée vers le maître et a exprimé qu'elle le comprenait vraiment. Cela a rendu le maître très heureux. Après une conversation, le propriétaire nain m'a bien apprécié, alors il a accepté de me fabriquer une arme haut de gamme personnalisée. Mais il y avait une condition. Il n'avait pas les matériaux. Alors que nous écoutions cela avec enthousiasme, tout le monde fut stupéfait. Ensuite, mon équipe retourna au conseil. Voyant tout le monde rassemblé et joyeux aujourd'hui, Kanad courut demander à Nathalie et apprit que le héros Arius était là pour recruter des membres de soutien supplémentaires, afin de vaincre le roi démon. Après avoir appris cela, mon visage s'est assombri. Mais je ne voulais pas que Kanad et Tanya s'inquiètent pour moi, alors je leur ai tapoté la tête, leur disant que j'allais bien. À ce moment-là, Nathalie remarqua la présence des 2 sœurs du clan des esprits et les salua. Sora se cacha derrière moi et se présenta timidement, mais Luna se plaça hardiment devant, se présentant clairement par son nom complet à sa sœur. Quand Nathalie a interrogé sur leur relation, Luna a donné une réponse sombre, faisant comprendre à Nathalie que j'avais osé m'en prendre à des enfants. Cela m'a obligé à m'expliquer rapidement à Nathalie. Ensuite, j'ai soumis une demande de mission à Nathalie pour approbation. Dans la requête, nous avons demandé à enquêter sur la mine de Midren auprès de Gans, le propriétaire de l'armurerie. D'après ce que Tanya sait, toute arme fabriquée à partir de Midren serait si incroyable qu'elle pourrait durer toute une vie. Bien qu'elle soit assez rare, ses ancêtres lui ont légué la mine, c'est pourquoi il ne manque pas de matières premières. Mais récemment, il semble n'y avoir aucun signe de minerai de Midren nulle part. Je ne pense pas qu'il ait été entièrement exploité, car si les minéraux épuisaient, la production diminuerait certainement progressivement. Mais si elle disparaissait soudainement de façon étrange, je pensais que la cause venait peut-être de la mine. Sans que j'aie besoin de le dire, Kanad et Tanya savaient ce que je voulais faire. C'est ainsi que j'ai proposé à mon patron que nous enquêtions sur la mine. Voyant l'enthousiasme et la confiance dans mes yeux, il a accepté notre demande. Lorsque Gans a mentionné qu'il nous récompenserait pour notre aide, je n'avais pas besoin d'argent. Je voulais seulement posséder les armes qu'il avait fabriquées. Cela a surpris notre hôte, qui a joyeusement accepté. Ensuite, tout le groupe est parti. Aujourd'hui, le chemin vers cette mine est assez court, alors nous avons eu l'impression d'être en pique-nique. En revanche, derrière les 2 sœurs Sora, Jyoti était si fatiguée que je n'arrivais plus à respirer, j'avais la tête qui tournait, je chavirais, puis elles n'ont plus pu supporter et se sont dissoutes comme de la glace. Nous nous sommes reposés un moment, trouvant qu'il faisait trop chaud.
Heureusement, un étang d'eau fraîche se trouvait devant nous, car il était parfait pour s'y baigner. Ils m'ont supplié de les laisser y aller se baigner. Avant que j'aie pu finir mes instructions, Canades était déjà déshabillé. Heureusement, Tanya l'avait arrêté à temps. Pour plus de sécurité, j'avais temporairement conclu un pacte avec un écureuil, afin que si un danger menaçait, il alerte immédiatement le groupe de Canades. Pour ma part, je vais faire une courte sieste. Ici, les sœurs prenaient un bain quand soudain 2 jeunes filles ont écarté leurs jambes. Canades et Tanya, interrogées, ont appris qu'elles voulaient connaître le secret pour avoir une poitrine aussi généreuse que la leur. Canades et Tanya se sont contentées de les réconforter, leur disant qu'elles grandiraient aussi. Ils s'amusaient gaiement quand quelque chose dans l'eau a effrayé Canades, la faisant crier fort. Je dormais, mais j'ai été réveillé et j'ai couru vers elle pour voir ce qui se passait, mais en réalité, Sar était juste Luna qui avait plongé sa main dans un poisson pour effrayer Canades. Mon apparition a surpris tout le monde, et je me suis détourné, honteuse. Peu de temps après, j'ai dû présenter mes excuses devant le tribunal de mes sœurs. À ma grande surprise, Canades et Tanya N n'étaient pas en colère, mais plutôt ravis que j'ai entendu leurs cris et que je sois accouru pour m'inquiéter d'elles. J'ai été pardonné par mes sœurs, et tout est redevenu joyeux. Enfin, après des ennuis, nous sommes arrivés à la mine de Midren. Nous nous sommes cachés pour observer. D'après ma réflexion, il y a de l'exploitation minière illégale ici, et le mouvement de l'oiseau dans le ciel est comme s'il faisait signe à son propriétaire. Comme prévu, les exploitants illégaux ont repéré des gens, alors ils sont sortis agressivement. J'ai senti que dans cette situation nous devions aussi sortir pour les affronter, alors j'ai dit aux sœurs d'y aller doucement. Mais une main trop légère les a tous fait perdre connaissance, ce qui fait que je n'ai pas pu les interroger pour obtenir des informations. Soudain, Sora a proposé qu'elles puissent voir leurs souvenirs par magie. Les 2 sœurs ont commencé à revoir leurs souvenirs et ont découvert que j'avais raison. La jeune fille a vu des images de ces hommes exploitant illégalement et ils étaient aussi des aventuriers. Après m'avoir aidé, les 2 sœurs ont demandé à se faire caresser la Mela. Cette fois, nous allons nous infiltrer dans la mine et je les préviens de se préparer à ce que leur identité soit découverte, car nous sommes observés par l'ennemi depuis les airs. Nous sommes sûrs que l'ennemi a aussi un maître des bêtes. Dès que nous sommes entrés dans la mine, une boule de feu magique a été lancée sur nous. Heureusement, les 2 sœurs Sora et Luna se sont placées devant pour l'arrêter. Les 2 sœurs voulaient régler rapidement le problème, afin que je les caresse à nouveau la tête. Tanya et Canades se sont rapidement joints pour les aider. Le reste, je m'en occupe. Il a commis le crime d'exploitation illégale, mais a refusé de se rendre, voulant même me poignarder avec un couteau, mais je l'ai maîtrisé. Il refusa toujours de se rendre et invoqua une créature de rang B, le Behemoth, pour se battre. Le groupe de Tanya réalisa que cet homme était un dresseur de monstres. Logiquement, domestiquer des monstres nécessite une technique et une magie multiples par rapport à la normale. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un monstre qu'il avait rencontré dès sa naissance et qu'il avait élevé jusqu'à présent, il ne serait donc pas hostile envers lui. Le Behemoth a reçu l'ordre et s'est précipité vers moi pour m'attaquer. Sa puissance d'attaque était immense. Il craignait que cette mine ne s'effondre. Pendant que je combattais la créature, j'ai fait signe de la main pour qu'ils évacuent d'abord les autres en toute sécurité. Tanya s'occupera de l'extérieur, tandis que Canades m'aidera. J'ai ordonné à Canades de neutraliser ce type pour moi, tandis que je me chargerai de combattre le Behemoth, car il agit sous les ordres de ce dernier. Au lieu de cela, pour l'arrêter, nous devons attraper ce type, ce qui sera plus rapide. Certes, le Behemoth frappe fort, mais ses attaques sont trop simples. Maintenant que j'ai bien compris son mode de déplacement, il est impossible qu'il me touche. Cependant, si ce problème n'est pas résolu rapidement, cette mine ne pourra pas tenir longtemps. Ici, Canades D vient de faire taire ce type. J'ai alors trouvé une méthode pour battre ce monstre, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Heureusement, dans ma mémoire à l'instant présent, les paroles d'encouragement de Canades résonnent, me poussant à croire en moi pour ne décevoir personne. J'ai réussi à dompter le Behemoth et à le placer sous mon contrôle. J'ai annulé la domination de cet homme sur le Behemoth. À l'origine, il était impossible de voler la domination d'un dresseur, mais j'ai pensé que si j'avais la force que tout le monde disait, alors c'est peut-être possible. L'homme n'arrivait toujours pas à accepter le fait qu'il avait perdu son emprise sur le Behemoth, alors il a essayé de lui inculquer ses ordres pour stimuler ses capacités. À ma surprise, l'homme a été attaqué par elle. Dans un moment de danger, j'ai réussi à arrêter le Léviathan avec une boule de feu pour le neutraliser. L'homme n'a finalement pas compris pourquoi il avait échoué, alors je lui ai expliqué qu'entre les monstres et les humains, même lorsqu'ils sont domestiqués, l'animosité ne peut être éliminée, car elle a réagi à son animosité, lui faisant perdre le contrôle. C'est pourquoi j'ai dû le retenir pour le contrôler. Après avoir entendu l'histoire du groupe d'exploitation illégale, j'ai découvert qu'ils avaient tous un point commun. Ils ont acheté des armes à Gans, ils ont reçu de faux articles qu'ils fabriquaient pendant son temps libre. Quand ils l'ont découvert, ils ont pensé à se venger en volant Midren, pour qu'ils ne puissent plus forger d'armes. Lorsque Gans fut informé, il fut assez embarrassé. Il se sentit également coupable d'avoir joué des tours aussi frauduleux, à la fois aux clients et aux armes comme test. Je ne conteste pas et suis toujours d'accord avec la déception de mon patron, et je pose ma main sur celle de Gans, le conseillant de réparer, car je sais que tout le monde fait des erreurs, et il nous suffit de les connaître et de les corriger.
Je vous conseille de mettre tout votre cœur à fabriquer chaque arme comme avant, et tout ira bien. Gant, à son âge, se fait reprendre par un enfant. Mais cela ne le dérange pas, et il essaiera de changer de manière plus positive. Pour commencer, Gans va me fabriquer une arme. Ayant entendu cela, j'ai murmuré à mon patron que je voulais qu'il soit fabriqué selon ma propre idée. Il discutait en secret, ce qui a rendu l'AL, équipe de Canada, assez curieuse. Pendant ce temps, le groupe d'Arius était occupé à recruter de nouveaux membres pour le soutenir, mais n'en trouvait aucun à leur goût. Même lorsqu'un dresseur est venu postuler, Arius l'a catégoriquement refusé, car il ne pouvait commander qu'une seule bête, et ne pouvait même pas se battre. Il était même très embarrassé quand Arius lui a demandé s'il pouvait commander la tribu la plus forte, car pour un maître de bête humain, commander la tribu la plus forte était impossible. Quand Arius eut rejeté le dernier candidat, il parut lassé et épuisé. Mina sentit que non seulement l'homme qui venait de partir, mais aussi les autres qui avaient participé au recrutement étaient suffisamment qualifiés pour le rôle de soutien. Mais Arius N était satisfait de personne, et eux aussi se comparaient à moi. Elle sentait que si la situation persistait, ils ne pourraient pas poursuivre leur voyage, et la mission de vaincre le roi démon resterait lointaine. C'est pourquoi elle est allée dire à Arius que ses critères de sélection étaient un peu stricts pour eux, mais il a refusé. C'est parce que je N était plus là que cette colère est retombée sur elle automatiquement. Bien que mécontente, Mina serra les dents et endura, uniquement parce que C était la tâche d'une servante des dieux. Après avoir dit cela, Arius permit à Mina de retourner se reposer. Avant de partir, elle lui a conseillé de ne pas s'inquiéter outre mesure, car sa mission était de sauver ce monde. Mais pour Arius, il ne ressentait pas la même chose. Car avant de sauver le monde, sa priorité absolue était de M, éliminer à tout prix. Le lendemain, je suis allé à l'Assemblée, me renseignant sur ce qui était arrivé à ceux qui avaient exploité illégalement les mines de Gans. Nathalie a révélé qu'ils avaient été dépouillés de leur statut d'aventurier après cet incident, et avaient été réduits en travaux forcés. Parce que l'exploitation illégale et elle, élevage de monstres sont deux crimes très graves, elle pensait que C était une punition méritée. Je suis sorti avec un air découragé, informant les deux sœurs, Sora et Luna, de ce qui venait de se passer. Ensuite, j'ai emmené les deux sœurs visiter le marché alimentaire, et je leur ai acheté 2 hot dogs. Comme ils étaient trop bons, elles les ont mangés en quelques bouchées et ont eu des regrets. À ce moment-là, Luna voulait m'interroger sur les capacités que j'avais acquises après avoir conclu un pacte avec les deux sœurs, car j'avais déjà des capacités physiques de Kanad et une magie améliorée de Tanya. Alors il voulait savoir ce qui avait changé après mon pacte avec les deux sœurs. Bien que les deux filles attendaient ma réponse avec impatience, je ne savais même pas si j'avais quelque chose de spécial. Ma réponse glaciale a plongé les deux sœurs dans la panique et la confusion. Elles étaient convaincues que je possédais également la magie suprême de leur lignée. Car la magie suprême est une technique secrète qui dépasse largement les niveaux avancés et supérieurs, et que seule leur race elfique pouvait utiliser. Bien que le groupe de Sora n'ait pas pu le faire, ils espéraient que je l'obtiendrais. Mais de façon inattendue, plus j'en parlais, moins je comprenais, décevant les deux sœurs, car, après avoir conclu un pacte, rien N étaient comme les deux grandes sœurs. Ils se traitaient même de bêtes sacrées ratées, ce qui m'a rendu confus et ne savais pas quoi faire, alors je leur ai caressé la tête pour les réconforter, leur disant de ne pas être tristes et de se blâmer ainsi. Ils se demandaient pourquoi je leur faisais autant confiance. Parce qu'ils étaient les parias du village et qu'ils avaient vécu des choses terribles. Ils sentaient que J était différent parce que, à mes côtés, même s'il y avait des gens forts, j'avais encore besoin d'eux. C'est ainsi que je me suis assis pour tout leur expliquer en détail. J'ai même raconté mon passé douloureux où J était une personne manquant de confiance en moi, essayant toujours de me rendre utile, mais finissant par être renvoyé. C'est pourquoi j'ai appris de mes expériences et que je souhaite bâtir la confiance avec les coéquipiers avec qui je veux avancer. Et cela inclut Sora et Luna, mes coéquipières, même sans la capacité des pactes. Après avoir entendu cette histoire, les deux petites filles sont devenues plus vives et plus optimistes, ce qui m'a beaucoup soulagé. Nous nous promenions quand nous avons rencontré un voyou aux cheveux blonds. Ces paroles effrayèrent les deux sœurs. Elles pensèrent qu'il s'agissait de quelque chose de grave, mais il s'avéra que ce N était qu'un coureur de jupons qui les autorisait à devenir ses femmes. Entendant cela, toutes deux le regardèrent avec mépris. Le playboy aux cheveux blonds, à peine sorti, a aperçu 2 belles femmes dans la rue. Le visage de Sora était livide de peur, car un homme qu'elle venait de rencontrer lui avait permis de devenir sa femme. Pendant ce temps, Luna à côté le réprimandait, le traitant d'idiot. Plus il parlait ainsi, plus il les trouvait intéressants. Ce type est Ega Frogware, le fils du seigneur qui gouverne cette ville d'Horizon. Il ne cessait de les inviter, mais Sora et sa sœur refusaient, alors il a dû recourir à la force. Il pensait que ses sbires suffiraient à gagner, mais il ne s'attendait pas à ce que je les batte tous en quelques coups. Pourtant, Ega n'a pas renoncé et voulait les deux sœurs à tout prix. C'est pourquoi il a utilisé les habitants de la ville comme châtiment pour me forcer à leur livrer les deux sœurs. Il ne se souciait pas des habitants, les considérant simplement comme ses outils. Dans mon subconscient, les positions des adversaires sont éparpillées. Si j'en sauve un, les autres seront blessés, me laissant désemparé quant à la manière de procéder. Bien que les deux sœurs aient voulu aider, je craignais que si elles utilisaient la magie, les gens ne découvrent qu'elles venaient du clan des elfes. Après cela, elles pourraient ne plus pouvoir vivre librement dans la ville. Les deux sœurs étaient tellement joyeuses, et je n'ai pas pu me résoudre à les laisser ainsi. En cherchant une solution,
Une idée m'est venue à l'esprit. Il fallait que je prenne un risque. J'ai utilisé le mantra en continu pour la magie de la boule de feu. C était toujours une compétence spéciale de la tribu des elfes, donc Sora et Luna l'ont immédiatement reconnu. C'est seulement ainsi que l'opposition sera effrayée et se retirera. Le groupe de Sora est venu me remercier d'avoir protégé le leur, et il y avait aussi des gens dans la ville qui admiraient un dompteur comme moi. Une vieille dame nous a soudainement conseillé de nous enfuir d'ici rapidement, ce qui nous a beaucoup surpris. Quelque part, je n'ai pas réalisé qu'Arius se tenait sur le côté, me regardant attentivement. De retour à la maison, les deux sœurs ont raconté avec enthousiasme à Kanad et Tanya mes nouvelles compétences acquises auprès de leur clan des elfes. Je ressentais la même chose, car avec ce sortilège continu, tant en puissance qu'en précision, je l'avais mieux maîtrisé grâce à l'entraînement spécial et à la faveur de mon pacte avec eux. Maintenant, les deux sœurs Luna peuvent également relever la tête un peu, car elles sont aussi d'excellentes bêtes spirituelles, tout comme le groupe de Kanad. Heureusement qu'elles sont en sécurité, Tanya et Kanadé sont donc temporairement rassurées. J'ai entendu les gens de la ville raconter des histoires, et j'ai réalisé que J était plus effrayant qu'il ne le pensait. Il enlevait et séquestrait les filles qu'il aimait dans son manoir, et aurait également abusé d'elles. Le seigneur gâtait aussi trop Ega, car il était son fils unique, donc tous les méfaits d'Ega étaient rapidement effacés sans laisser de traces. Tanya, d'un tempérament colérique, voulait même mettre le feu à la villa du seigneur sur le champ, car elle pensait qu'il finirait par cibler le groupe de Sora, moi, ou même les habitants de la ville. Je pensais silencieusement qu'après avoir connu tous les aspects sombres de cette ville, je voulais encore plus sauver tout le monde. Mais je ne suis gêné que par le fait que je ne suis qu'un dresseur de bêtes, pas un héros courageux. À ce moment-là, voyant ma contemplation, Kanad et Tanya ont deviné ma pensée. Elles savaient que même si je voulais sauver tout le monde, J était méfiant envers un adversaire puissant. C'est pourquoi j'hésite entre eux et les habitants de la ville. Ils disent que non seulement moi, mais qu'eux aussi veulent vraiment protéger cette ville. Réaliser le soutien de chacun me donne plus de force, la détermination de sauver cette ville ensemble. Pendant ce temps, Ega donnait des ordres à ses soldats pour qu'ils dissimulent les dégâts survenus dans l'après-midi et leur demandait également de se renseigner sur moi et de me conduire à lui. Parce qu'il me hait pour lui avoir infligé une défaite humiliante, Ici, Kanad et moi sommes allés à l'ordre des Chevaliers de la Nuit pour soumettre le rapport de dégâts. Quand elle a entendu notre demande d'enquêter sur le comportement violent d'Ega, le fils du Seigneur, son visage a viré à une expression de peur extrême. Elle bégaya, ne sachant que répondre. Ensuite, un groupe de soldats se leva pour me parler. Ils dirent que ce haine était qu'une petite dispute et qu'ils n'interviendraient donc pas pour enquêter. De plus, ils se sont moqués de moi, me prévenant de faire attention à ne pas être accusé de nuire à la réputation de Lord Ega. Leur attitude ne semblant pas aider, je suis retourné, parce que je sais qu'ils couvrent l'affaire d'Ega, même s'ils enquêtent, ils ne trouveront aucune preuve. Soudain, Kanad, sans que quelqu'un nous suit. C était une cavalière nommée Stella. Elle a été prise à tort pour nous avoir suivis, elle a donc baissé la tête pour s'excuser. Ce qui m'a assez surpris, car je ne m'attendais pas à ce qu'un chevalier au grand sens de l'honneur s'incline devant nous. Stella est une cavalière qui occupe actuellement le poste de vice-capitaine de la branche de la Guilde des Chevaliers d'Horizon. Nous avons été surpris car avant même de parler, Stella nous avait déjà remerciés. Auparavant, Stella avait entendu parler d'un aventurier et d'une demoiselle elfe féline qui avait vaincu le gang criminel des Crocs-Noirs. Et même vous, en tant que chevalier, vous n'avez jamais rien fait. Par conséquent, vous souhaitez vraiment poursuivre les méfaits du groupe du Seigneur et exprimer votre désir de coopérer avec mon groupe. Ayant comploté avec le groupe des Seigneurs, les chevaliers ont oublié leur devoir, se sont livrés à la débauche, ont même dissimulé les crimes du Seigneur ou de son fils, et ont même méprisé ceux qu'ils devaient protéger. La capitaine en tête, Juliet, aussi. Stella voulait donc vraiment que le bataillon des chevaliers retrouve son état d'origine. Elle a observé l'apparition des deux hommes alors qu'ils dénonçaient les crimes d'Ega. Cela lui a donné une lueur d'espoir ou un tournant. Stella m'a supplié si je pouvais lui prêter cette force pour réaliser son souhait. Je doutais un peu que ce soit un piège, mais Kanad m'a assuré que Stella N n'était pas une mauvaise personne, car je ne ressentais aucune gêne. En entendant le jugement de Kanad, j'ai accepté de coopérer avec Stella. Elle m'a demandé pourquoi j'avais l'intention de dénoncer le fils du Seigneur. Quand elle m'a entendu dire « Parce que je l'ai vu, je vais le faire », cela a fait rire aux éclats Stella. Ce n'est pas parce qu'elle me méprisait, mais parce que je répondais trop sérieusement, et que ma personnalité la rendait plutôt agréable. Après avoir dit cela, Stella sembla émue, car elle en pleura. Pour la réconforter, j'ai serré la main de Stella comme un geste d'encouragement. Premièrement, je vais l'aider à nettoyer l'ordre des chevaliers en leur tendant une embuscade. C'est une rumeur selon laquelle il existe des preuves de collusion entre le capitaine Juliet et le Seigneur, qui serait caché dans un entrepôt en dehors de la ville. Julien n'y croyait pas non plus beaucoup, car si la rumeur était vraie, il serait mort. Il voulait donc agir avec soin et rapidité pour tromper ces jeunes chevaliers, toujours plein d'illusions sur l'esprit chevaleresque. Julien donna l'ordre à ses soldats de passer à l'action. De façon inattendue, lorsqu'ils sont entrés, ils ont été arrêtés par le groupe de Sora et Luna. À l'intérieur de l'entrepôt, j'ai utilisé l'arme que je venais d'acheter à la boutique du nain. C'est une armure magnifique qui me permet de tirer avec une précision de 100%. Le dernier tir, je l'ai réservé pour Juliet, mais il m'a repéré et l'a esquivé.
Reconnaissant son collègue, Juliet fut très surprise. Stella ne le cacha pas non plus, et lui dit que ses coéquipiers et subordonnés étaient en train de faire une descente dans toute la branche des chevaliers et qu'il y avait également des preuves de sa corruption. Quand Juliet a entendu Stella mentionner mon nom, il s'est comme réveillé et a dégainé son épée pour s'occuper de moi et me livrer au seigneur Ega. Stella était très en colère et voulait intervenir pour en finir elle-même. Juliet menaça d'être exécuté pour trahison. Puis il se précipita pour la frapper. En réalité, Stella N n'était pas de taille face à lui, mais elle n'eut pas peur et se releva pour continuer à se battre. Elle a décidé de porter un coup de couteau puissant le faisant tomber. Pendant ce temps, Ega la torturait parce qu'elle lui avait dit que le groupe de Juliet avait été capturé, et maintenant Stella dirigeait l'équipe de chevaliers. Bien que sur le point d'être acculé, il était indifféremment optimiste, pensant qu'il avait encore quelques soldats à la maison, ce qui était suffisant. Soudain, une faible voix se fit entendre près de la fenêtre. C'est Arius qui, était déguisé et lui avait proposé une alliance contre moi. Quand Ega entendit que était celui qui pouvait commander la tribu la plus forte et que je lui volerais tout son statut, sa gloire, son argent et ses femmes, il devint furieux. C'est à ce moment qu'Arius lui jeta une bague pleine de magie et lui ordonna de l'utiliser pour me tuer. La négativité et la haine d'Ega se manifestèrent clairement, satisfaisant grandement Arius, car cela augmenterait la puissance de la bague. Stella, après avoir été promue capitaine de la Légion des Chevaliers, a commencé son enquête. Elle a conduit ses troupes à la villa, exigeant une enquête urgente sur le seigneur. Elle a également annoncé que Juliet, l'ancienne capitaine, avait été arrêtée pour corruption. La requête de Stella a été rejetée et ils ont envoyé une troupe de soldats pour l'intercepter. Si c'est le cas, le groupe de Stella doit équiper d'armure pour se préparer à l'attaque, et cette fois, ils ont le soutien de 2 jolies filles, Kanad et Tanya. À l'intérieur de la villa, Ega les observait se battre dehors et se moquait d'eux. Il avait également vu les 2 clans les plus puissants que je commandais entrer à l'intérieur. Il utilisera cette bague pour rompre leur pacte, les privant ainsi de toute raison de se battre. À la place, il deviendra leur nouveau maître. De mon côté, j'ai réussi à les distraire et à m'infiltrer dans le manoir. Notre mission est de sauver les otages. Mais Luna est trop bruyante, ce qui fait craindre à Sora et à moi qu'Ega ne les découvre et ne leur brise le cou. Ensuite, Luna et Sora ont lancé un sort de recherche. Une fois qu'ils ont trouvé les personnes, ils les ont évacuées vers un endroit sûr par téléportation. De cette façon, le groupe de Kanad, qui crée une diversion, a pu utiliser toute sa puissance. Et ensuite, ils arrêteront le seigneur et son fils, obtiendront les preuves de corruption, et la victoire sera de leur côté. À ce moment-là, Luna trouva cela étrange, car si l'humain était capturé, la grande quantité de magie dans le sous-sol ne pourrait pas être confondue. Luna pouvait sentir une réaction non humaine colossale, et cette quantité de magie était égale à celle des 2 sœurs. J'avais soupçonné qu'il s'agissait également de l'une des races les plus fortes, mais je ne comprenais pas pourquoi l'une des races les plus fortes se trouvait ici. Je laisse Sora et Luna continuer leurs recherches, tandis que je vais identifier cette magie. Car dans cette situation, ignorer un personnage dont l'identité est inconnue serait une mauvaise stratégie. Sora et Luna étaient assez inquiètes pour moi, me voyant partir seule, car ma puissance magique équivalait à la leur. Mais elles étaient quand même tristes quand je leur ai tapoté la tête pour les rassurer, en leur disant que j'allais bien. Je me sens aussi coupable que, pour sauver tout le monde, l'identité de 2 personnes ait été révélée. Luna s'est levée et m'a proposé que si je ne revenais pas sain et sauf, elle me punirait en me forçant à leur caresser la tête 100 fois. J'ai commencé mon enquête. Je soupçonnais accidentellement cette pièce, alors j'y suis entré. À ma grande surprise, la pièce contenait une solide cage en acier, et l'occupant à l'intérieur ressemblait à un renard à 3 queues. Je ne peux pas me tromper car c'est l'une des races les plus puissantes, la race divine. J'ai immédiatement détruit la serrure et me suis précipité pour soigner la petite fille, ce qui l'a terrifiée. La fillette nommée Nina, apprenant que J était son allié, fut attristée et me serra dans ses bras. Nina appartenait à la race divine, l'une des races les plus puissantes. La petite fille a vécu très heureuse dans un village. Jour après jour, elle sombrait dans un sommeil profond, où rencontrait les gentils villageois qui l'aimaient. Jusqu'au jour où l'arrivée d'Ega changea la vie de Nina, il la força à devenir sa prisonnière, sinon les gentils villageois seraient punis. Nina, timide, obéit à ses ordres et porta un collier d'esclave enchanté. Après cela, je veux sauver Nina, mais elle me dit que ce collier est ensorcelé avec une magie très puissante. Je la rassure en lui disant qu'elle peut me faire confiance, alors la petite s'assied sagement en attendant que je la sauve. Je veux essayer à nouveau la magie de voler la domination par ma force, mais il semble que le collier soit trop puissant, me faisant paraître très douloureux. Voyant ma détresse, Nina se blâma encore plus. Soudain, je me suis rappelé que je n'avais pas seulement ma propre force, mais aussi l'immense pouvoir de Kanad, Tanya, et des 2 sœurs Sora et Luna. Ainsi, j'ai rassemblé toutes les forces de chacun et j'ai lancé la magie, réussissant à briser ce collier pour Nina. À l'extérieur de la ville, ils se battaient férocement contre les soldats, réalisant qu'ils ne pouvaient pas vaincre le groupe de Kanad. Ils ont utilisé les otages du sous-sol comme appât.
De manière inattendue, de l'autre côté, les sœurs Sora et Luna venaient de finir de s'occuper du reste et avaient mis tous les otages en lieu sûr. À l'extérieur, occupez-vous d'eux, et Stella s'infiltrera dans le manoir pour appréhender le Seigneur et son fils. Farce. Dans le manoir, le Seigneur, sentant que la situation était instable, s'est précipité pour parler à son fils. Ega a dit à son père de fuir d'abord, et qu'il resterait pour détruire les preuves de corruption. Pendant que tout le monde entrait dans le manoir, je venais de sauver Nina. Tout le monde était assez surpris de voir un autre membre de la tribu la plus forte, alors ils m'ont de nouveau réprimandé pour être impliqué avec des filles. J était confus et je ne savais pas quoi répondre, car il semblait que j'attirais toujours les filles. Ega trouva cela étrange, car les dieux étaient toujours vénérés par les humains. Ils ne devaient pas apparaître souvent devant eux. Mais maintenant, elle était là. Kanad semble aimer beaucoup le pelage doux de Nina. La petite, bien qu'un peu timide, écoute docilement. Stella vient d'entrer et me remercie beaucoup. Grâce à moi, elle a pu réaliser son plan. À ce moment-là, le Seigneur en pleine fuite a rencontré tout le monde qui l'attendait dans le grand hall. J'ai utilisé mon arme pour tirer sur une corde qui ligotait le Seigneur. Soudain, Ega a surgi et a libéré une magie de mort de son anneau, me transperçant mortellement, par manque de prudence. Arius, sur le toit, était satisfait que son plan ait réussi. Mais il ne s'attendait pas à ce que je n'ai pas été affecté, ce qui les a beaucoup inquiétés. C était une magie de rang supérieur, la faux du dieu de la mort, provoquant la mort subite, mais je n'en ai pas été affecté. Le groupe de Kanad m'admirait de plus en plus, parce que je pouvais résister à toutes sortes de magies. Mais Luna semblait réfléchir à quelque chose et m'a appelé pour me jeter du gaz toxique. Sora, voyant cela, a étranglé sa sœur parce qu'elle était trop impétueuse. Car dans le monde, comment se fait-il qu'une bête spirituelle utiliserait de la magie empoisonnée sur son maître? En effet, Luna s'est toujours posé des questions lorsque j'ai passé un contrat avec les deux sœurs. Ne recevoir qu'une seule compétence n'est-il pas trop injuste? Ainsi, après tout à l'heure, elle avait deviné qu'il s'agissait de la compétence d'annuler les états anormaux grâce au pacte avec eux. C'est pourquoi le poison n'avait pas fonctionné auparavant. Finalement, elle avait satisfait sa curiosité et avait également découvert mes nouvelles compétences. Sora était extrêmement en colère que Luna ait osé expérimenter sur moi sans la prévenir. Le vacarme des deux sœurs effraya et fit trembler la petite Nina. Ega, là-haut, était profondément déçu et n'arrivait pas à croire qu'il avait échoué. En effet, comme Arius l'avait dit, je lui prendrai tout, faisant en sorte que sa haine ne fasse qu'augmenter la puissance de cette bague. La magie commença à se répandre dans tout le corps d'Ega et dégagea une odeur très désagréable. Cette chose violette engloutit Ega et ressuscitait la race démoniaque une fois de plus. C'est aussi ce qui a ruiné mon enfance. Le démon fraîchement ressuscité semblait assez intéressé. Mais comme il y avait très peu de monde ici, il s'est envolé vers la ville pour faire du mal aux habitants. Je me sentais mal, craignant que les habitants de la ville ne soient blessés. Mais quand je suis revenu, j'ai vu mes vrais camarades qui m'attendaient. Ce comprenant, j'ai commencé à planifier. J'ai demandé à Stella de s'occuper des gens et de Nina. Mais à ce moment-là, Nina m'a attrapé la manche et m'a fait signe qu'elle voulait aussi aider. Je savais que Nina détestait se battre, alors je l'ai réconfortée, lui disant qu'elle devait juste attendre gentiment qu'ils arrivent. Mon groupe s'est précipité vers la ville pour arrêter les actions du démon, sachant que je le vaincrais. Le démon éclata de rire et s'intéressa vivement à moi. Lorsqu'il révéla sa faiblesse, Kanad et Tanya l'attaquèrent directement. J'utilisais mes cordes pour le distraire, afin que le petit écureuil mette en place la magie pour s'en occuper proprement. Mais en réalité, leurs attaques semblaient inutiles, parce qu'en voyant 5 contre 1, avec moi ayant 4 des tribus les plus puissantes, le démon a demandé la permission d'appeler plus de frères pour les accueillir. Il a invoqué de nombreux monstres qu'il considérait comme ses adorables serviteurs. Mais pour le groupe de Kanad, ce N était que des petites proies. Mais il ne s'attendait pas à ce que le démon puisse invoquer ces monstres à l'infini. Kanade se précipita agressivement pour reprendre le combat, mais fut frappé par l'attaque du démon et tomba au sol. Tanya, furieuse, libéra le souffle du dragon pour le combattre. Pendant ce temps, Sora et Luna soignèrent Kanad. Mais le souffle du dragon de Tanya sembla incapable de résister à la puissance du démon LS. Évanoui donc sur place, il commença à lancer des attaques dévastatrices qui détruisirent toutes les maisons de la ville. Mon groupe continua à lancer des sorts pour l'attaquer à nouveau. Je commençais à renforcer plusieurs cibles sur Kanad et Tanya. Tous deux commencèrent à l'attaquer frénétiquement. Mais leurs coups n'eurent aucun effet sur lui. De plus, le démon invoqua d'autres monstres pour encercler mon groupe. Le démon laissa ses sbires derrière lui et s'envola dans le ciel, dans l'intention de détruire l'horizon. Tanya souffla d'urgence une flamme de dragon, afin de pouvoir le retenir un instant. À ce moment, une idée m'a traversé l'esprit pour essayer, mais si c'était le cas, les habitants de la ville seraient en danger. Par conséquent, le groupe de Sora s'est porté volontaire pour m'aider en transportant les habitants dans un endroit sûr grâce à la magie du déplacement. Pendant ce temps, mon équipe s'occupera de l'aile, élimination du démon. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter de la divulgation de leur identité, car elle est déjà connue de tous les survivants de la villa. Après avoir planifié, chaque groupe se mettra au travail. Pendant ce temps, le groupe des héros d'Arius débattait de la question de savoir s'il fallait participer à la bataille, car ils avaient entendu dire qu'il y avait un démon, et les démons sont la pointe avancée du roi démon. Arius refusa cette aide, disant que leur ennemi était le roi démon,
et qu'il devait donc le laisser tranquille. Mina et Agathe voulaient se plaindre, mais hésitèrent à cause d'Arius. Dans le même temps, l'armée de Stella est également entrée en guerre pour protéger le peuple. Stella ne leur permet pas d'abandonner, car leur mission est de protéger à la fois le peuple et la ville. Sora et Luna sont soudainement arrivés en haletant et ont fait une demande d'évacuation des habitants. Stella, après avoir écouté, a immédiatement accepté de les aider. Stella et ses soldats, après avoir entendu le plan, sont partis, laissant Mina à la garde du groupe de Sora. Kanad et Tanya travaillaient toujours dur pour sauver les villageois de ces monstres. Leur mission est d'ouvrir la voie aux gens pour qu'ils accèdent à la magie de téléportation du groupe de Sora. Les humains, en voyant l'apparition des elfes, qui détestent les humains, ne peuvent pas leur faire confiance. Ils craignaient que s'ils se jetaient dans cette magie, ce serait très dangereux, et à ce moment-là, Sora et Luna avaient l'air très tristes. Le propriétaire du stand de hot dogs qu'ils avaient mangé auparavant les reconnut et vint leur demander. L'oncle sourit joyeusement et se porta volontaire pour entrer le premier dans le cercle magique. Ensuite, la petite fille qu'il avait rencontrée en ville les reconnut et leur parla, et les habitants qu'ils avaient sauvés entrèrent à leur tour. Les deux sœurs ont réussi à lancer un sort pour les emmener en lieu sûr. Avant qu'elles ne puissent évacuer tous les habitants, un soldat a annoncé que les monstres approchaient. Luna confie à sa sœur la tâche d'accomplir la magie, tandis qu'elle s'occupera de monter pour les aider. En combattant un flot de monstres infinis, Kanad et Tanya sont presque épuisés. Heureusement, l'apparition spéciale du groupe d'aventuriers que Tanya avait autrefois discipliné est venue à la rescousse. Non seulement eux, mais aussi elle, équipe d'aventuriers Horizon, qui considérait cela comme une mission spéciale nécessitant le soutien de mon équipe. Actuellement, ils jouent le rôle de chevaliers chassant les monstres qui attaquent la ville. Comme l'aile, équipe héroïque d'Arius n'est pas là, Nathalie pense que ce sera une bataille difficile. Même Gans, le propriétaire de la plus importante armurerie de la ville, a proposé de fournir des armes de combat à tout le monde. Ce sont toutes des armes qu'il a créées avec passion et dont il est fier. Ils étaient tous déterminés à s'unir pour protéger cette ville Horizon et lui assurer la sécurité, ouvrant ainsi la voie à mon groupe. Nina, en voyant ses aînés se donner corps et âme pour se protéger mutuellement, ressentit une force grandir en elle. Bien qu'elle craigne de se blesser, ou de blesser les autres, lorsqu'elle a vu tout le monde faire de son mieux pour résister, elle a eu une nouvelle idée. Bien que je me sois rapproché, j'ai senti que la distance était encore trop grande pour arriver juste devant le démon. Elle a suggéré que Tanya se transforme en dragon et s'envole. Mais Tanya ne le pouvait pas, car avec cette formation, elle aurait du mal à y parvenir. Même en s'approchant, elle ne ferait que devenir une cible et ne pourrait pas le toucher. Même la magie de téléportation du groupe de Sora ne suffirait pas. Mais elle savait qu'il y avait une personne capable de se téléporter avec la plus grande précision. C était la race la plus forte, la race des dieux. Dans le même temps, Nina est venue me trouver et s'est jetée dans mes bras. En la voyant, Kanade et Tanya se sont souvenus. Elles avaient entendu dire que le clan divin possédait une capacité spéciale que les autres clans les plus puissants n'avaient pas. La manipulation de l'espace pour le téléportation instantanée. J'ai aussi demandé si elle pouvait aider. Bien que Nina soit assez timide, elle a quand même accepté de me prêter sa force. Kanade et Tanya seraient responsables d'abattre les monstres en bas, pendant que Nina et moi nous approchions du démon. J'utilisais l'arme blindée de Gans pour esquiver ses attaques tout en me déplaçant. Quand il me lança une énorme boule de magie, Nina utilisa immédiatement un sort de téléportation pour apparaître devant lui, le prenant par surprise et le rendant alerte. J'ai commencé à renforcer ma puissance intérieure, puis je me suis soudainement téléporté devant lui et j'ai tenté de usurper sa domination sur ces monstres. Le démon n'arrivait pas à croire qu'un humain comme moi puisse lui voler sa domination. Lorsqu'on m'a interrogé sur mon identité, j'ai souri et me suis présenté comme un simple dresseur de bêtes. Le démon furieux a brisé le cercle magique qui le liait et s'est précipité pour attaquer. De manière inattendue, il a été ordonné à mes monstres de l'attaquer à leur tour, ce qui l'a empêché de résister et l'a fait disparaître progressivement dans l'espace. Bien que cela ait été inattendu de sa part, il semblait me trouver très intéressant et voulait connaître mon nom avant de mourir, mais il a tout de même reçu un refus glacial de ma part. Finalement, tout s'est terminé, et Nina, à mes côtés, était épuisée et tomba dans le vide. Heureusement, Tanya les avait rattrapés sains et saufs. La lumière de la ville d'Horizon brillait à nouveau. Après cet incident, la ville a retrouvé son animation d'antan. Stella a également officiellement pris ses fonctions de capitaine de l'escadron de chevaliers. Si con était-elle, je suis sûr qu'elle pourrait changer la légion des chevaliers de manière fantastique. Selon elle, ceux impliqués dans l'histoire de corruption ont été envoyés à la capitale pour recevoir leur châtiment. Stella avait également examiné l'histoire du village de la petite Nina. On disait que les villageois avaient abandonné leur village parce que Nina avait été enlevée. Mais je crois que tant qu'ils seront en vie, le moment de leur retrouvaille finira par arriver. Kanad est extrêmement active dans la restauration de la ville, comme si elle était devenue une citoyenne à part entière de Horizon. Et Tanya continue de cacher le fait qu'elle est une membre de la race des dragons, mais il semble que tout le monde connaisse son identité depuis longtemps. Sora et Luna se sont assez bien intégrés à la vie de cette ville, s'arrêtant de temps en temps au stand de hot dogs de l'oncle pour grignoter. Bien que j'ai sauvé tout le monde comme un héros, je n'ose pas me qualifier moi-même de héros, car j'ai toujours l'impression de être qu'un invocateur ordinaire que l'on peut trouver n'importe où.
Le groupe de Kanad est toujours impuissant face à mes paroles modestes. Après avoir apporté son soutien au combat à mon groupe, Nina veut aussi devenir ma force, comme les autres sœurs. Je comprends Nina, donc je l'accueille aussi, c'est juste que j'ai déjà passé des contrats avec tout le monde. Maintenant, passer un contrat avec Nina, je ne suis pas très confiant. Mais en regardant dans les yeux de tout le monde, j'ai décidé de tenter le coup. Quelques minutes plus tard, j'avais réussi à conclure un contrat avec Nina. Dès que ce fut terminé, Kanad et Tanya se précipitèrent pour étreindre et câliner la jeune demi-humaine. Même Sora et Luna étaient très heureuses, car elles avaient toujours voulu une petite sœur aussi mignonne. Après leur retrouvailles, mon groupe est arrivé au festival et a rencontré Stella. Il se demande pourquoi le capitaine des chevaliers est au cercle des aventuriers aujourd'hui. Stella dit que, à partir de maintenant, les aventuriers et les chevaliers ont décidé de coopérer. C'est pourquoi ils discutent maintenant entre eux pour maintenir la sécurité ensemble. Tout le monde est très heureux, car ils vont dans la bonne direction. Stella est très reconnaissante envers tout le monde, car grâce à mon groupe, elle a pu réaliser son désir de ramener elle, équipe des Knights, à son essence originale. Et à ce moment-là, Nathalie leur fit également signe qu'elle avait quelque chose pour eux. Profitant de cette occasion, Nathalie annonça que le conseil avait décidé de me faire passer au rang d'aventurier. Je pense que cette dame me surbooste un peu parce que je n'ai été promu au rang E que récemment. Mais Nathalie a de bonnes raisons de me faire passer 2 rangs à C sans aucun problème. Elle pensait même à me faire passer au rang A, ce qui serait plus mérité pour moi. Et il y avait une montagne d'argent que j'allais recevoir en récompense. Me sentant le portefeuille bien rempli, j'ai décidé d'inviter tout le monde à un bon repas. Au passage, Nathalie remarqua Nina comme un nouveau visage. Je me dépêchais de présenter Nina comme ma nouvelle coéquipière. Nathalie ne put s'empêcher de la prendre dans ses bras. Mais en y regardant de plus près, elle a reconnu que cette jeune fille appartenait au peuple divin, et a sursauté. Elle m'a murmuré, me demandant si Nina ne serait pas fâchée parce qu'elle l'avait involontairement traitée comme une enfant. Quand elle a reçu la réponse de Nina qu'elle ne serait pas en colère, Nathalie l'a serrée dans ses bras une fois de plus. Et puis, les sœurs ont aussi voulu câliner Nina avec elle. Ensuite, j'ai commencé à discuter de la équipe, car le groupe comptait maintenant trop de membres, ce qui rendait leur logement actuel trop étroit. Entendant cela, Nathalie m'a suggéré d'acheter une maison et a précisé que la guilde proposait également des logements et même une aide financière, en particulier pour les aventuriers talentueux qui souhaitaient rester en ville. Son regard captivant me fit sentir sa détermination à ne pas nous laisser quitter la ville. Je demandais l'avis de tout le monde, et il sembla que tout le monde était d'accord pour rester dans cette ville. J'ai également économisé pas mal, et maintenant j'ai les allocations de l'association. J'ai donc décidé de signer un contrat d'achat de maison. Après avoir visité de nombreuses maisons dans la ville, mes sœurs et moi n'avons trouvé aucune maison qui nous convienne. Nathalie a présenté la dernière maison, confortable et aérée, et ils l'ont immédiatement aimée. La maison est construite en bois et possède un jardin spacieux, selon les souhaits de Kanad et Sora. De plus, il y a plus de 10 pièces qui peuvent accueillir un grand lit sur demande de Tanya, et la cuisine et la baignoire que Luna et Nina recherchent sont également entièrement équipées. De plus, l'intérieur était dans mon budget. Tanya se leva et lui demanda pourquoi elle n'avait pas présenté une si belle maison plus tôt. Luna sentit son complot. Nathalie, touchée en plein cœur par ces mots, recula d'un bond. Les regards de chacun se braquant sur elle, elle fut contrainte de révéler la vérité. Une dame en blanc était apparue. Kanad, entendant cette apparition, fut effrayée et se cacha derrière moi. Tanya fut très déçue d'elle, car elle était censée provenir du clan le plus fort mais avait peur des fantômes. Cette fois, elle a même dû être consolée par le petit écureuil. À ce moment, tout le monde a dégluti nerveusement pour écouter l'histoire de Nathalie. C'est l'histoire d'un oreiller retourné après la sieste. Il y avait aussi de l'eau chaude du bain remplacée par de l'eau froide. Pendant le repas, le sucre et le sel ont été échangés. Il y avait même un œuf pourri placé dans les chaussures qui avaient été retirées. De plus, il y avait des restes de curry du dîner barbouillés sur les vêtements qui étaient en train de sécher. En entendant cela, Kanad était si effrayée qu'elle s'est recroquevillée. Bien qu'il soit un peu réticent à rester ici, il regretterait de manquer cette maison. Alors j'ai proposé une chose. Nous allons d'abord inspecter cette maison, puis nous réfléchirons à ce que nous pouvons faire. Mon équipe a ouvert la porte et est entrée. La maison était plongée dans l'obscurité. Nina vient d'éternuer et Kanad a saisi la queue de Tanya et l'a tirée. Ce n'est pas comme une maison hantée, car elle est aussi propre que si elle était nettoyée régulièrement. Soudain, la table, les chaises et les objets environnants commencèrent à trembler et à bouger tout seuls. Et même une voix nous chassa. Kanad, qui avait déjà peur des fantômes, paniqua et courut dans tous les sens. Devant eux, apparut soudainement une femme en tenue de soubrette qui les chassa. Le groupe de Sora lança un sort pour vaincre ce petit fantôme. Mais la femme apparut toujours, flottant à l'envers depuis le plafond. Les sœurs débattent du type de magie à utiliser, car si elle déploie trop de force, elle pourrait faire voler en éclats le fantôme et même la maison. En entendant cela, le fantôme semble effrayé, mais il continue de tout mettre en désordre pour les chasser. Tanya réalisa que le fantôme ne semblait pas savoir attaquer. Ils révélèrent les faiblesses du fantôme, ce qui la dérangea profondément. Mais voyant un personnage qui semblait avoir assez peur d'elle, le fantôme sortit sa tête du sol pour effrayer Kanad, la faisant courir partout. Parce que le fantôme avait involontairement suscité la peur de Kanad, elle a levé ses griffes et l'a attaqué.
déchirant les vêtements du fantôme, ce qui l'a rendu très embarrassée. Tanya réalisa également la vulnérabilité qui pouvait blesser le corps spirituel par le corps physique. La peur de Kanad atteignit son paroxysme, et maintenant c'est le fantôme qui avait peur. Kanad devint fou et commença à mordre sa robe et à casser des objets. De plus, elle est soudainement apparue, effrayant le fantôme en retour. Profitant de cette occasion, Sora et Luna ont lancé un sort de scellement afin que le fantôme ne puisse plus échapper. Kanad s'est hérissé, prête à bondir en avant, mais Tanya l'a attrapé en plein vol comme un chat enragé. Maintenant, je commence à négocier avec ce fantôme. Le fantôme a tenté de se jeter sur moi pour m'emprunter mon corps, mais il a échoué. J'ai scellé la capacité de téléportation du fantôme car, enfant, j'ai entendu un de mes voisins me parler des fantômes et des dresseurs d'âmes, mais il ne m'a pas dit comment je pouvais contrôler un fantôme comme toi. Parce que j'ai vu que le fantôme devant moi avait un caractère plus distinct que les fantômes ordinaires, j'ai pensé qu'elle-même écouterait plus facilement. Le fantôme a voulu réagir, mais j'ai réussi à la clouer au sol, se débattant comme un poisson hors de l'eau. Sachant qu'elle avait perdu, elle m'a laissé libre de faire ce que je voulais. De manière inattendue, j'ai voulu lui serrer la main. Ce qui l'a fait rire, car J était quelqu'un d'étrange. Elle s'est présentée comme Tina, une ancienne servante d'une autre ville, partie à la retraite il y a 30 ans, et qui avait dérivé jusqu'ici, car elle était une âme non libérée. Tanya se demanda pourquoi elle était devenue un fantôme. Ensuite, Tina raconta que son ancien propriétaire était un sadique maléfique, obsédé par les filles et qui aimait torturer. Elle fut aussi sa victime. Quand elle s'en rendit compte, elle ouvrit les yeux et était déjà un fantôme. Parce qu'elle avait perdu contre mon groupe, elle accepta de partir. J'ai demandé à Kanad ce qu'elle en pensait, et elle a dit que même si elle avait peur, si elle était avec tout le monde, elle irait probablement bien. J'ai donc demandé à Tina la permission de vivre ici. Tina était assez choquée car elle avait l'intention de partir, mais pour moi, était justement sa présence qui nous avait permis d'acheter cette maison à bas prix, alors je lui ai proposé de rester avec nous. Kanad a seulement demandé à Tina de ne pas traverser les murs et de ne pas les effrayer. Le groupe de Sora et Luna, voyant qu'elle était une ancienne femme de chambre, pensait qu'elle cuisinerait très bien, alors ils voulaient aussi qu'elle leur apprenne à cuisiner. J'ai accueilli Tina chaleureusement, alors elle a accepté de rester. Ensuite, j'ai signé avec succès le contrat d'achat de la maison. Nathalie était très surprise de moi, car je pouvais même me faire des amis avec un fantôme, ce qui démontre mon niveau. Au marché, le vendeur de fruits est en train de vendre ses produits lorsqu'il rencontre le groupe de héros Darius. Il propose aux vendeurs de choisir leur nourriture pour une semaine, mais sans payer, et utilise son statut de héros pour manger gratuitement. Le propriétaire a immédiatement refusé, car il n'avait pas assez de marchandises à leur donner. Comme il continuait à mentionner qu'ils étaient une équipe de héros, le propriétaire s'est visiblement énervé, et les a réprimandés, pour n'avoir rien fait pour Horizon, tout en se montrant prétentieux. Parallèlement, les commerçants restants ont refusé de leur fournir de la nourriture. Les habitants alentours ont également commencé à se moquer et à critiquer, ce qui a provoqué la colère Darius qui est parti. Entendre mon nom prononcé attisa la haine Darius. Pendant ce temps, je revenais du marché avec Kanad. Soudain, Kanad a couru devant moi et m'a souhaité la bienvenue, me surprenant. Ce soir-là, nous avons organisé une crémaillère ensemble. Tous ces plats ont été préparés par Luna, qui les a appris de Tina. Luna était très sûre que désormais, ce serait elle qui cuisinerait, et non sa sœur. Il y avait tellement de nourriture que la petite Nina ne savait pas par où commencer, et Kanad et Tanya ont perdu tout contrôle, se précipitant pour trouver leur plat préféré, la viande, à dévorer. À ce moment-là, la petite Nina a reçu beaucoup d'amour et de chaleur. Elle m'a ensuite exprimé sa gratitude pour avoir mis fin à sa solitude. Les paroles de Nina m'ont rappelé mon passé une fois de plus. Le jour où j'ai tout perdu, il y avait un grand vide en moi. Mais ce n'est plus le cas maintenant, car nous sommes coéquipiers. Tina, voyant cela, les admirait énormément. Bien que l'aventure avec le groupe Darius n'ait pas pu combler le vide dans mon cœur, ce n'est qu'en devenant aventurier pour vivre une vie libre et rencontrer des gens que j'ai ressenti une chaleur comme jamais auparavant. Dans un moment d'émotion, j'ai involontairement versé une larme, mais je l'ai essuyée en disant que était juste parce que j'avais faim. Ensuite, tout le monde a commencé la pendaison de crémaillère de la nouvelle maison ensemble. L'histoire du maître dresseur de bêtes, chassé de Hell, équipe de héros, et rencontrant un groupe de filles à oreilles de chat de la tribu la plus puissante, se termine ici.